Bonsoir. Je dois vous prier d'excuser plusieurs des amis et collègues qui vont arriver un peu au compte-gouttes puisque c'est journée de commission électorale à l'EHESS. Et j'espère que ça va pas nous empêcher de parler tout à fait à l'aise. Alors, je suis très très contente de recevoir deux bons amis pour cette séance qu'on a intitulée Images et Histoire et qui donc à la fois prend acte de leur travail mais qui aussi s'inscrit de façon très évidente dans la façon dont on étudie l'image à l'intérieur de l'école et notamment au CETA. Enfin, je suis contente que Giovanni soit là pour discuter de tout ça. La séance va porter en grande partie autour du travail de Patrick Boucheron dans ce très beau livre intitulé « Conjurer la peur » qui a deux sous-titres, Sienne 1338, Essai sur la force politique des images. Patrick Boucheron est professeur d'histoire à Paris 1 et son travail porte à la fois sur l'Italie médiévale, ses villes, ses formes de pouvoir, ses images, et puis sur l'écriture de l'histoire, mais dans une réflexion qui est très singulière et qui notamment ne se satisfait pas du tout du partage fiction-non-fiction, qui ne pose pas comme ça le rapport entre l'histoire et son écriture. Et il est lui-même très engagé dans l'écriture, dans son écriture savante, essayiste. Je vous encourage à entrer dans son œuvre si vous ne l'avez pas déjà fait. Il est l'auteur notamment d'un très beau livre intitulé Léonard et Machiavel qui a paru chez Verdier en 2008 sous cette couverture jaune qui est une couverture littéraire, celle de Michon, celle de Bergogneau, celle de François Bon. Et c'est un livre qui a reparu en poche l'an dernier et qui réfléchit autour de la possibilité d'une rencontre entre Léonard et Machiavel et qui ne cherche pas à combler les silences de l'histoire, mais plutôt à réfléchir à ce que c'est qu'être des contemporains, à ce que c'est qu'occuper un certain pli du temps ensemble, ce qu'ont fait Léonard et Machiavel. Il a aussi publié chez Verdier sous une autre couverture, cette fois réservée aux sciences humaines, à la philosophie, au cinéma, L'Entretemps. Mais c'est un livre qui part aussi d'une image de George John, cette fois, publié en 2012 chez Verdier, et qui cherche lui aussi, dans un certain pli du temps, à trouver des lieux où puisse se dire le politique. Et puis il est très reconnu aussi, Patrick, pour avoir dirigé une histoire du monde au XVe siècle, chez Fayard en 2009, qui reparaît en poche aussi, qui est reparu en poche, n'est-ce pas, oui. Il y a 2 ans. Oui. Et puis il tient tous les étés, moi c'est comme ça que je l'ai rencontré, des conversations sur l'histoire à La Grasse, au banquet du livre, où il faut tous que vous veniez. Ça a commencé il y a quelques années, alors Patrick donc, tenait ces conversations sur l'histoire sous un arbre devant 40 personnes, et puis d'après dans un cloître devant 200 personnes, et puis après sous un chapiteau devant 400 personnes. Et c'est un rendez-vous régulier. Et voilà, c'est une œuvre de grande importance qui se construit sous nos yeux, en fait. Et la séance d'aujourd'hui donc, va essentiellement porter sur le livre qu'il a consacré en 2013 à la fresque du bon gouvernement, enfin celle qu'on a appelée ainsi de Lorenzetti, qui se trouve au palais communal de Sienne. Le livre donc s'intitule « Conjurer la peur », Sienne 1338, essai sur la force politique des images. Alors c'est un travail d'historien, parce qu'il est convaincu que l'interprétation contextuelle d'une image n'en périme pas la portée et qu'il n'y a pas de danger à vider une image de sa force, à chercher à en comprendre la force historique. Convaincu que cette interprétation contextuelle ajoute à l'effet de l'image une stridence particulière, une vibration qui est celle du temps lui-même, comme le dit Patrick. Mais en même temps, c'est un essai entièrement dirigé vers le présent pour un lecteur de Michon, de Godard, de James Scott, de Jean-Claude Milner. Et c'est un livre qui travaille à comprendre l'idée particulière du bien commun qui habite ce lieu de peinture qu'est la salle de la paix du palais communal de Sienne,
à comprendre la pluralité des temps qui y sont froissés et qui découvrent au bout du chemin, et c'est un moment de lecture très beau, la mélancolie et la splendide amertume de la leçon politique qui l'habite. On a l'habitude de regarder cette fresque comme un premier état, disons, des beautés du libéralisme. Et Patrick nous chemine vers la compréhension d'une grande mélancolie et d'une vraie amertume dans cette leçon politique. Et de cette façon-là, c'est aussi un livre qui, en parlant de ce lieu de peinture si ancien, réfléchit aussi à ce qu'il en est de notre propre idée de communauté quand on s'efforce de faire face à ces images qui fondent droit sur nous depuis leur ancienneté et quand on essaie de comprendre vraiment la peur qui les hante. Et c'est ce qui justifie le titre. Quand on mesure donc à quel point défendre le commun peut être un combat, comme ça a été le cas de cet ensemble d'images. Alors pour discuter de ce travail qui est très puissant, qui est troublant, qui est singulier et qui est habité souvent par un sentiment d'urgence, même s'il y a quelque chose de très joyeux dans l'éthos et d'écriture aussi de Patrick Boucheron. Un sentiment d'urgence, mais pour un livre qui est pourtant très accueillant et très mobilisateur, nous avons donc invité Jean-Louis Janel, qui n'a rien à voir avec Sienne, rien à voir avec 1338, mais beaucoup à voir avec l'histoire, l'écriture de l'histoire et le rapport entre l'image et ses effets politiques. Jean-Louis Janel est professeur de littérature et de cinéma à Rouen. Il est spécialiste du genre des mémoires, de l'écriture de l'histoire lui aussi, mais aussi de Malraux ou de Beauvoir. Et en tout cela, et c'est peut-être ça qui les réunit, d'une confiance dans l'acheminement de l'écriture vers le réel. Il a publié notamment 2 livres importants sur cette culture des mémoires au XXe siècle, Écrire ses mémoires au XXe siècle, qui avait en fait un meilleur titre avant que l'éditeur chez Gallimard ne décide d'en changer, qui s'appelait Vie majuscule. Écrire ses mémoires au XXe siècle, c'était pour profiter de l'effet d'aubaine que sur un malentendu, peut-être ceux qui veulent écrire leurs mémoires allaient acheter le bouquin, mais qui est paru en 2008 chez Gallimard. Et puis Malraux, Mémoire et Métamorphose, toujours chez Gallimard en 2006. Et Jean-Louis vient de faire paraître au Seuil un essai intitulé Film sans images. Pardon. Voilà, je le mets comme ça. Film sans images, qui est une étude des scénarios non réalisés de la condition humaine, c'est-à-dire des envies d'adaptation, des efforts et des démarches d'adaptation de cinéastes aussi secondaires qu'Eisenstein, Michael Cimino ou Agee, enfin d'intellectuels aussi importants que James Agee, qui ont voulu adapter la condition humaine. Alors il ne s'agit pas dans sa démarche d'essayer de comprendre qu'un tel roman était inadaptable, mais de comprendre ici encore le rapport qui se noue dans des objets esthétiques patiemment considérés, le rapport qui se noue donc entre l'image et le temps, entre l'image et la violence du temps, où se déposent des idées du politique, des désirs politiques. Et donc pour finir cette petite présentation, une phrase qui vous donnera une idée de la beauté d'écriture du travail de Patrick et qui résonne avec le livre de Jean-Louis, non pas face au passé, à jamais englouti, mais devant le temps, et vous imaginez à qui il pense, qui file droit devant nous. À vous. Merci beaucoup, chère Marielle. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous. Et de pouvoir discuter aussi avec Jean-Louis Janel. Je vais dire un mot d'abord de son livre aussi, enfin, pour l'enclencher, puis ensuite après, on verra comment les choses, comment le dialogue s'engage. En tout cas, je reconnais dans son livre quelque chose qui a animé le mien aussi, c'est un certain rapport à l'obsession. Je pense que quand même, tout ça est assez obsidional et il y a un moment où on se dit, bon, je ne suis peut-être pas ici pour manier des idées, mais en tout cas, je me laisse assiéger par des obsessions et ensuite je les livre, quoi. Bon. Et ce côté obsessionnel de la ritournelle des motifs, effectivement, je le retrouve chez Georges Lily Obermann, auquel tu faisais allusion avec ce livre Devant le temps.
Et ça a comme avantage que, évidemment, le livre n'est jamais terminé et qu'une fois qu'il a été livré, justement, eh bien, l'histoire continue. Et elle continue, ne serait-ce que parce qu'on continue à en parler. Bon, et ce qui est obsessionnel là-dedans, c'est que à partir d'un certain moment, puisque moi, voilà, j'ai mis une dizaine d'années à écrire celui-là, bah, tous les livres que je lis depuis, j'ai l'impression qu'ils lisent celui-là. Voilà. Et en particulier, un des derniers, de Georges Didier Huberman, sur lequel je voudrais commencer, qui, l'année dernière, il a publié ce beau livre qui s'appelle « Sentir le grisou », et qui, d'une certaine manière, rend compte du rapport entre image et histoire dont je voudrais parler. Le grisou, c'est une pratique, en fait, c'est une croyance des mineurs. Ils pensent, ils croient que les grandes catastrophes, hein, les explosions dans les mines sont précédées d'un gaz inodore, le grisou, qu'on ne peut pas ressentir, ou si on le ressent, il est trop tard, mais il y a des animaux qui peuvent, un petit peu avant, le ressentir. Ce sont des serins, des petits oiseaux. Alors, les mineurs en emprisonnent quelques-uns dans les cages et pensent que s'il y a un coup de grisou, leurs plumes vont se hérisser. Voilà. En réalité, à partir de ce moment, à partir de cette image, Didier Huberman déploie une analyse justement d'un film qui est la Rabbia, qui est la rage de Pasolini. Et il dit quelque chose qui, moi, en tout cas, pour ce travail d'historien sur des images, tu l'as dit, anciennes, mais qui gardent intactes, inentamées leur puissance d'actualisation, d'aller nous happer, d'aller nous rechercher très loin de ce qui les a produites et donc de ce qui les a rendues possibles, de ce que, en tant qu'historien, et plus en tant qu'historien social des images, puisque moi je ne fais pas de l'histoire de l'art, je fais avec de l'art une histoire qui reste quand même une histoire sociologique, politique, donc ce qui devrait m'intéresser, c'est le premier sous-titre, Sienne 1338. Ça s'est passé là, à ce moment-là, et pas ailleurs, et pas autrement. Et justement, pas comme on le croit, c'est-à-dire pas comme une sorte d'histoire à l'arrêt de la civilisation communale, mais bien en état d'urgence. Le livre, c'est sur cette idée que Ambrogio Lorenzetti peint en état d'urgence à un moment où justement il doit prévenir quelque chose. Et donc du coup, il me semble que je ne me divertis pas de mon travail d'historien si je ne comprends pas la puissance d'actualisation de cette image qui va déborder de Sienne 1338, d'où le second sous-titre, et c'est sur la force politique des images. Et cette force, c'est effectivement qu'elle ne se périmera pas lorsqu'on oubliera ce qui l'a fait naître, c'est-à-dire au fond quelque chose de très précis, de très contextuel. Bon. Et c'est ça, Sentir le grisou. Voilà. C'est ça que je retrouve dans le livre de Didier Huberman, c'est cette idée que au moment du danger, et ça nous intéresse de plein de manières, y compris de manière poétique, mais de manière aussi politique, au moment du danger, les images se hérissent, elles deviennent proprement horripilantes. Et donc on ne perd pas son temps à aller les regarder à nouveau. Ça, c'est la première raison pour laquelle, effectivement, je suis content de discuter avec Jean-Louis Janel, même si on ne se connaît pas, en fait, c'est entre lui, c'est effectivement le côté, obsessionnel. Qu'est-ce que c'est que l'obsession des images? La deuxième, c'est que j'ai retrouvé, dès l'exergue de son livre, qui dit, au fond, qu'il faudrait, pour étudier pleinement le cinéma, saisir sa matière noire, c'est-à-dire les films non réalisés, c'est bien de cela dont il s'agit. J'ai retrouvé donc quelque chose qui m'avait moi aussi animé au tout début, mais alors là vraiment, après ma thèse, qui était une phrase d'André Chastel, qui dit à peu près la même chose, l'histoire de l'art est celle des grands chefs-d'œuvre non réalisés. Et il pensait notamment à la statue équestre de Léonard de Vinci, que j'ai beaucoup étudiée, et à d'autres, et notamment à la bataille d'Anghiari, de Léonard et Machiavel, enfin, que j'étudie dans Léonard et Machiavel. Et donc, si vous le voulez bien, là, je vais parler 20 minutes, juste pour essayer de voir comment ce motif de l'image est passé entre au moins ces trois livres, là, Léonard et Machiavel, L'Entretemps et Conjurer la peur, puisque c'est cela que m'a fait l'amitié de présenter. D'ailleurs, comme tu l'as dit, tu as fait voir les couvertures, je peux continuer.
Celui qui, c'est toujours un geste et une aventure éditoriale, et comme tu le dis, une des caractéristiques de celui-là, c'est qu'il organise sciemment une équivoque de lecture en inscrivant un essai, qui est un essai d'histoire, ou plus exactement un essai sur qu'est-ce qui peut défaire l'histoire à force d'écriture, où est-ce qu'on risque, jusqu'où on peut aller pour sans risquer de ne plus être cru, sans fictionnaliser pour autant. Bon, bref, donc évidemment, l'équivoque de lecture, c'est de le faire paraître sous une couverture littéraire. J'avais encore des petites digues qui me retenaient, c'est que j'avais mis des images. Voilà. Et les images, au fond, celles dont je parlais, elles étaient dans le livre, d'ailleurs elles sont dans la traduction italienne, mais mon éditeur, Gérard Bobillet, me les a fait retirer, ce qui est un geste de radicalité littéraire, parce que là on n'a plus rien pour se raccrocher. C'était mes dernières notes de bas de page, en fait. Donc c'est un livre qui parle d'une image que je vais vous faire voir un petit peu, à la fin, qui parle d'une image, la bataille d'Anghiari, une image qu'on ne voit pas, de toute façon c'est normal qu'on ne la voit pas puisqu'elle a disparu, c'est comme les films sur la condition humaine, où elle n'a jamais été vraiment réalisée d'une certaine manière, mais de toute façon il n'y a que le texte. Le deuxième, ça parlait aussi beaucoup d'une image, et puis bon là... Gérard Bobillier était mort, malheureusement, et voilà, il y a du relâchement, c'est-à-dire qu'on l'a quand même mis, l'image. Alors évidemment, sur un bandeau, on peut l'enlever, on peut l'acheter, mais enfin, elle est quand même là. C'est un livre qui parle d'une image qui, malgré tout, est vue, alors que celui-là, évidemment, eh bien, les digues ont cédé, nous avons complètement cédé à la force de l'image, puisqu'elle se trouve partout, cette image, partout tout contre le texte, et c'est ça qui, au fond, qu'on a tenté, alors là pour le coup, d'organiser, aussi éditorialement, c'est une confrontation entre le texte et l'image. Moi, je continue à faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire décrire l'image, qu'on peut ne pas voir. D'ailleurs, dans l'édition de poche, on ne la verra plus, donc vous voyez, il y a des allers-retours, on ne la verra plus du tout. Mais le geste un peu démocratique, au fond, on pourra y revenir, c'est que, évidemment, si l'image est tout contre le texte qu'il a décrit, elle peut aussi le contrer, le contester. Et ceux qui le lisent ou ceux qui la voient peuvent mettre en contradiction et montrer que finalement, c'est pas comme ça qu'on doit voir les choses. Et puis il y a une troisième raison pour laquelle je suis aussi heureux de parler, mais vous voyez, ce sont des raisons essentiellement, voilà, oui, mais obsessionnelles et métaphoriques, avec Jean-Louis Janel, c'est que Eisenstein a souhaité, à un moment, dit-on, faire un film des dessins de Léonard, qui sont les dessins de Windsor, en voilà un, qui ont été le point de départ de ma réflexion. Léonard de Vinci n'a jamais cessé de dessiner de manière obsessionnelle des tourbillons, des vrilles liquides, des tornades, sans doute aussi parce qu'il avait eu un vrai souvenir d'enfance traumatisant qui était l'inondation de la crue violente et catastrophique de l'Arno. Il habitait tout près, à Vinci, et que, au fond, plus tard, pour lui, être un homme de la Renaissance, ça n'a de sens que si on va dompter ce fleuve impétueux qu'est l'Arno et qu'est d'une manière générale l'idée même de conduite humaine. Au fond, je me souviens aussi, puisque ce livre parlait de la contemporanéité entre Léonard de Vinci et Machiavel, je me souviens très bien de la manière où j'ai, au fond, éprouvé sa possibilité en faisant teinter à mon oreille les textes de Léonard sur le fleuve et droite, et à mon oreille gauche les textes de Machiavel sur le fleuve. Et il consonne. Et cette consonance, je l'ai appelée contemporanéité. C'est-à-dire que c'est un essai sur la contemporanéité pas pour dire ils ont vécu ensemble au même moment, au même endroit, les mêmes choses, par exemple peindre la bataille d'Anghiari, mais ils ont éprouvé de la même manière la qualità dei tempi, c'est-à-dire la texture du temps. Ils ont vu
le temps sortir de ses gonds, disons, et ils ont tenté de le réarmer ou de le recadencer, l'un par cet art du tempo de la décision qu'on appelle la politique, l'autre, Daniel Arras l'a bien montré, Léonard de Vinci, c'est le peintre des rythmes du monde. Bon. Et donc tous ces tourbillons, ces tornades, elles ont été peintes obsessionnellement, elles ont été décrites aussi, il a noirci des carnets où il s'apostrophe en disant « peint la tempête, peint la guerre, peint la nuée, peint l'orage », et il décrit comment on devrait les peindre. Et Eisenstein pensait qu'il s'agissait là, au fond, notamment les dessins de Windsor, comme le script perdu d'un film à retrouver, ou comme, au fond, comme si la pellicule avait brûlé et qu'on n'avait que quelques photogrammes comme ça éparpillés et qu'il y avait un scénario à reconstituer. Et c'est un peu la même chose. Alors, je vous fais juste voir cette histoire de bataille d'Anghiari parce que ça va me permettre de progresser sur cette question de la force politique des images. Nous sommes entre 1502 et 1504. Florence vit une sorte de restauration, un peu problématique, mais restauration quand même, de la République après, effectivement, la mort de Laurent le Magnifique. Et Machiavel est un ardent républicain et il participe de cette restauration politique. Il défend le régime auquel il croit, et il est un jeune en politique d'ailleurs, une trentaine d'années, et voilà, il agit. Et il agit dans le Palazzo Vecchio de Florence pour conseiller un artiste, Léonard, qu'il connaît, qu'il a déjà vu, etc., pour faire une œuvre, mais qui est une œuvre de commémoration, au fond, parce que ce régime est peu sûr de lui, alors il fait ce qu'on fait ordinairement lorsqu'on est un régime politique peu assuré, c'est-à-dire qu'on commémore ses victoires et on réaffirme la force des origines. La puissance de Lorenzetti, c'est qu'il fait tout le contraire. Mais voilà, en tout cas, la commande, on est sur je passe tout ça, on est donc sur le Palazzo Vecchio, c'est la salle, la grande salle, celle que Vasari va peinturer, il va disons peindre. Bon, mais c'est tout à fait caractéristique parce qu'au moment même, il y avait deux peintures affrontées, deux peintres qui avaient peint dos à dos, littéralement. Léonard de Vinci, Michel-Ange. Bon. Et là encore, l'histoire de l'art s'écrit comme ça, comme des affrontements des titanesques de destin et d'ambition affrontée, de jalousie, etc. Bon, bref. Et Vasari, au moment même où il écrivait la vie de l'un et de l'autre et exaltait leur génie, recouvrait leur peinture. Bon. Et ce qui est passionnant, c'est que ça, c'est la bataille de Cascina, c'est-à-dire celle que Michel-Ange a peint. C'était la commande de Florence, et Léonard s'en moquera en disant si c'est ça la nouvelle mode du nu masculin, alors moi je ne vois pas des nus, je vois un sac de noix au marché. Bon, mais enfin en tout cas, c'est évidemment le nu masculin de Michel-Ange, celui effectivement du David, qui d'un coup démode la nudité gracile de Verrocchio. C'est d'autant plus cruel pour Léonard que Verrocchio, c'est son maître, et le modèle de ce David, certains ont dit que c'était lui, même c'était lui, le jeune Léonard, qui avait été le modèle. Donc on est effectivement dans un affrontement entre Michel-Ange et Léonard, et ce que je veux dire, c'est que la commande, c'est d'une certaine manière de rendre raison de la brutalité du monde avec la force géométrique, avec effectivement un ordre figuratif, exactement comme les fameuses batailles de Paolo Uccello qui sont ici. Donc, vous avez là une des peintures. On est là, en revanche, dans les années 1430. C'est tout à fait autre chose. On croit encore dans la capacité de la beauté à sauver le monde, au fond. Et
là, c'est le triomphe de la perspective, mais la perspective à point de fuite unique, ce que Daniel Arras appellera le point de vue d'un roi borgne sur le monde. Et donc, bien sûr que c'est le fracas des armes, évidemment que c'est une sorte de miniature chevaleresque grossie, mais vous voyez que lorsque les lances tombent à terre, eh bien, elles ont le bon goût de se briser à angle droit et comme le dallage d'une loggia, eh bien, de dessiner un point de fuite qui au fond, rend raison du monde. Cette géométrisation de la guerre, au fond, c'est cela qui était la commande. Or, Léonard va faire tout le contraire, c'est-à-dire que sa bataille d'Anghiari ne décrit pas la géométrisation de la guerre, mais décrit la nuée, décrit le tourbillon, décrit le moment où on n'y voit rien, froisse la frise, pour reprendre ce que tu disais, et de cette peinture, on ne voit plus rien, sinon effectivement quelques esquisses, puisqu'elle a disparu sous celle de Vasari, et aussi des brouillons dont on saisit combien Léonard a voulu faire, enfin, au fond, et c'est là où c'est très filmique, il a voulu fixer le moment tournant où la mêlée confuse des corps eh bien, vrille sur lui-même, sur elle-même, et où ce qu'il avait tant de fois décrit en poète, car parfois il dit de la poésie que c'est une peinture aveugle, et donc elle est la donneuse d'ordre de la peinture qui doit la réaliser, ce qu'il avait tant de fois décrit sur ce mode injonctif, tu feras ceci, tu feras cela, eh bien, est réalisé dans un grand cri furieux que d'autres vont tenter de reconstituer. Raphaël dira de la bataille d'Anghiari, qui est laissée par Léonard à partir de 1504, au moment où il part de Florence, inachevée. C'est proprement un scénario d'un film qui n'a jamais été tourné. On n'en a que quelques scripts, à la fois le scénario et puis quelques scènes tournées. Et puis aussi, Raphaël dira, c'est l'école du monde. C'est-à-dire que tout, jusqu'à Vasari, jusque dans les années 1560 précisément, tous les peintres y vont voir et vont la copier. Et ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est cet effet de vrille. C'est cette extraordinaire capacité qu'a Léonard, vous voyez, de froisser la frise en un point rageur, c'est-à-dire, alors qu'on lui demandait au contraire de dérouler le temps, de le resserrer de manière brutale et nerveuse, si bien qu'aujourd'hui, là, ce sont des gravures qu'on a, et puis obsessionnellement, pendant tout le XVIe et le XVIIe siècle, on essaye de trouver le sens de cet objet de pensée, puisque Léonard n'a jamais rien fait d'autre, au fond, que d'écrire des objets qui tournent, des objets de pensée qui tournent, qui vrillent le regard, et au fond, aujourd'hui, c'est par l'ordinateur qu'on reconstitue ce mouvement tournant, et on en fait même des films. Donc, d'une certaine manière, c'est la vidéo qui réalise ce film. Donc, au fond, dans Léonard et Machiavel, il y avait cette idée que le livre, qu'à la fin, ça se terminerait par cette peinture impossible, mais qui donne la possibilité d'un film, qui ne peut être vu que si on le réalise un jour pour ce qu'il est, c'est-à-dire un projet de cinéma. Je passe rapidement pour dire que l'entretemps, le deuxième livre, enfin c'est pas le deuxième, enfin peu importe, c'est une sorte de rechute, puisque là, en revanche, c'est un livre sur la frise du temps, la chose la plus ordonnée, organisée, fléchée qui soit, c'est-à-dire la certitude que Giorgione peint dans les mêmes années. Alors là, bon, je sais bien que la psychanalyse est une science exacte, mais vous n'allez pas me croire, vous allez me dire, ouais, tu parles d'un historien. Que ça soit la même année, 1502, 1504, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu le livre en main. Enfin, je n'avais pas fait le rapprochement, en vérité. Bon. Mais c'est ailleurs, c'est Venise, c'est un autre peintre, Giorgione, etc. Mais enfin, c'est exactement au même moment qu'il peint cette
ce tableau qui n'a pas de nom et qui n'a pas de sujet, et c'est bien pour ça qu'on en parle, qu'on appelle les trois philosophes et qui représente peut-être, en tout cas, c'est l'interprétation la plus courante, la flèche du temps entre effectivement l'ancien, le vieillard vénérable qui est encore embrumé par la forêt du paganisme qui tient des manuscrits ésotériques. Alors on peut dire c'est quelqu'un comme Pythagore ou Aristote. Et puis il y en a un autre qui le regarde, qui le commente. Alors si l'un est Aristote, l'autre serait vraisemblablement Averroès, puisqu'il le regarde. Il le commente, il est enturbané, donc c'est l'arabe. L'arabe du milieu, c'est l'entre-deux, on va l'appeler le Moyen-Âge, ou celui d'âge moyen, qui, lui, il part d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'il regarde celui qui regarde. Mais du coup, il se détourne de la lumière. Ça, c'est quand même embarrassant. Alors que le jeune, le renaissant, lui, eh bien, il réalise le programme de l'amoureux d'Éluard. C'est-à-dire qu'il sait bien que aimer, c'est regarder dans la même direction. Donc il poursuit évidemment l'Antiquité. Et au fond, cette peinture, que je décris longuement, enfin, autour de laquelle je tourne directement, elle réorganise cette formidable ambition européenne qui est de peindre le temps, c'est-à-dire d'agencer l'histoire par la peinture qu'on appelle une peinture d'histoire. Et on voit bien aussi comment, au fond, ce qu'on appelle art, à ce moment-là, est une des figures de la domination sociale en Europe. Bon. Ça, c'est Giorgione. C'est le premier peintre, évidemment, dont on sait que, historiquement, il ne réalise à peu près plus de commandes publiques au moment où il peint La Tempête ou au moment où il peint ce tableau sans titre et sans nom. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que ces tableaux sont compliqués, sont énigmatiques, pour essayer de les saisir. C'est pas... voilà, j'ai tenté de lire un peu autour, mais celui qui m'a le plus aidé, c'est un poète, c'est Yves Bonnefoy. C'est Yves Bonnefoy dans La stratégie de l'énigme, qui est un livre sur Piero della Francesca, et qui montre dans La stratégie de l'énigme que précisément la Renaissance, cette Renaissance-là, qui aime le rébus, qui n'aime rien tant que la charade, eh bien, elle pose une stratégie de l'énigme au cœur de sa représentation, comme un puzzle auquel il manque une pièce. On a furieusement envie de le reconstituer, mais on n'y arrivera jamais, et comme on n'y arrivera jamais, ça précipite du discours. Et donc, au fond, cette capacité qu'a la peinture d'exciter l'interprétation, de mimer l'herméneutique de la lecture, etc. On se dit, mais c'est pas possible, ça ressemble aux rois mages, mais c'est pas les rois mages, ça ressemble à ceci, mais c'est pas cela, etc. Eh bien, ça crée justement une force d'actualisation. Mais, il ne faut jamais oublier que Giorgione, je le répète, ne peint que pour des privés, ne peint que pour des patriciens vénitiens. Et c'est là où je retrouve ma casquette d'historien de la sociologie, de la production et de la consommation artistique, pour le dire un peu brutalement, à la Michael Baxandal. C'est-à-dire, je pense qu'une peinture, c'est l'incipit, voilà, qui claque comme un drapeau de l'œil du Quattrocento. Une peinture au XVe siècle est un rapport social. Voilà, c'est un rapport social entre celui qui regarde et celui qui commande. Et celui qui commande, ici, il a payé tellement cher, un artiste tellement rare, qu'il ne veut pas que le sens de son image s'ouvre, sauf au premier venu. Donc, il y a une stratégie de l'énigme. Donc, on est dans une figure de l'art qui va vers l'hermétisme et il est normal, donc, que ça résiste à ce point-là. Et voilà, je vais m'arrêter là d'une certaine manière parce qu'on est au seuil de ce troisième essai, qui est tout le contraire, puisque avec Lorenzetti, qui peint à Sienne en 1338, je veux dire, Lorenzetti est le peintre, on ne peut pas imaginer plus public
Et alors que Giorgione est le plus privé des peintres, et le plus obscur, et le plus hermétique. Or, Lorenzetti, lui, il peint cette fresque que nous appelons, nous modernes, indécrottablement idéaliste, la fresque du bon et du mauvais gouvernement, mais que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, même jusqu'à l'année 1830, en fait, on appelait la fresque de la paix et de la guerre. Lorenzetti, donc, a peint à Sienne en 1338 pour prévenir un danger qui était le danger de la lente et sourde subversion des principes républicains de la commune de Sienne par des fonctionnements oligarchiques qui en figeaient le fonctionnement, ce que les historiens appellent la seigneurie. Pour prévenir cela, Lorenzetti a armé une puissance de persuasion proprement exceptionnelle, mais qui ne se peut comprendre que si on l'intègre dans un effort général, qui est un effort urbanistique, un effort architectural, et l'ensemble, au fond, de cette scénographie urbaine de Sienne, dans les années entre la Sienne du gouvernement des Neufs, eh bien, est jeté d'un coup, presque, en tout cas pendant une génération, dans cette bataille. Et voilà. Là, j'ai 40 photos, donc je vais m'arrêter, mais elles sont là, donc si ça vous intéresse, et au fur et à mesure du débat, on pourra en parler. Un mot, peut-être, sur la manière dont je pense... qu'est-ce qui... dans la continuité de ce que je viens de dire, qu'est-ce que, et sur un sujet qui est aussi violemment encombré de bibliographie, qu'est-ce que, honnêtement, je crois pouvoir apporter à l'intelligibilité de cette fresque, des parcours, une manière d'y aller voir en mouvement, une manière de tourner autour, de feinter, de la prendre de vitesse, de retarder, voilà. Et donc, je ne vois pas et c'est là où effectivement je dois donner la parole, je ne vois pas quelle meilleure métaphore que le cinéma peut rendre compte de cet effort de compréhension. Parce que c'est une œuvre qui est entièrement dichotomique, il y a la paix, la guerre, c'est une œuvre qui fait rimer des images et des mots, c'est une œuvre qui affronte deux discours qui sont des discours violemment opposés, à un moment précisément où l'histoire est en train de les hybrider. Voilà. La commune, la seigneurie, ce sont des mots d'historiens. Nous disons la commune et nous disons la seigneurie. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, la seigneurie est en train de convaincre une part importante du peuple qu'elle est la poursuite de la commune par d'autres moyens. Et de plus en plus de gens, y compris dans le Popolo Minuto, ça, Christiane ici présent l'a bien montré, à Florence même, commencent à être convaincus du bon gouvernement de la seigneurie. Et on est dans ce moment que je trouve politiquement poignant, où des républicains se font un à un voler les mots, leurs mots, par leurs adversaires politiques. Et ils sont démunis face à ça. Alors, ce que fait Lorenzetti, c'est qu'il les ressaisit violemment. Il donne à voir, il rend visible, il dit, au fond, voilà, pardon, je schématise, mais lui aussi, il dit, pardon, il y a quand même une différence. Pardon. Il y a un moment où on va dire, la seigneurie, c'est la guerre, la commune, c'est la paix. Ils vous font croire le contraire, évidemment. Ils vous disent, mais votre régime politique, il est si compliqué, il est si conflictuel, il est si dangereux, vous en avez pas marre de vous engueuler tout le temps, de voter tous les 3 mois, d'être sans arrêt dans cette sorte d'effervescence politique. Vous ne voyez pas que c'est la seigneurie qui va vous apaiser, en réalité. Et donc, le discours de la paix, il a été happé par l'adversaire politique. Donc, Lorenzetti, lui,
va écarter violemment les antithèses. Donc évidemment, c'est une œuvre qui est très violemment antithétique. Il n'empêche que dans le livre, je cherche le plus longtemps possible à montrer les parcours et comment elle désoriente les regards. Et évidemment, il y a ces grands panoramas des effets du bon et du mauvais gouvernement sur les grandes parois de 14 mètres. Et il faut voir, je veux dire, c'est plus petit qu'ici, hein. Ça fait 7 mètres sur 14, hein, ça doit être à peu près ça, c'est à peu près ça. C'est 100 mètres carrés, mais c'est plus haut. Donc on a tout le temps, les figures nous dominent, on est proprement environné d'images, et puis on ne sait pas où donner de la tête littéralement. Et les écritures ne cessent d'ailleurs de nous faire violence, en nous disant « tourne un peu la tête pour exercer, pour vous qui exercez le pouvoir, pour regarder à droite, à gauche, etc. » Et tout est déplaisant. Si c'est un lieu de pouvoir, alors c'est un lieu de pouvoir bien singulier. C'est vraiment pas un lieu de pouvoir, c'est vraiment pas le bureau de Mathieu Gallet à la Radio France, quoi. C'est le contraire. C'est un lieu pour être le plus désagréable possible, le plus déplaisant, pour rendre nerveux ceux qui exercent le pouvoir, parce que précisément ils sont mis devant la responsabilité de leurs actes, les effets de leurs actes. Et donc cette violente antithèse, elle est sans cesse contrebalancée par des mouvements, par des glissements, par des incertitudes dans la désorientation, et au fond, c'est la seule chose, et c'est pour ça que j'avais besoin, voilà, je termine par là, d'un livre illustré, et d'une écriture un peu ondoyante qui hésite, qui freine, qui frôle, parce que ce qui était en jeu, c'était cette manière panoramique de faire de l'histoire, et c'est pourquoi la métaphore filmique revient si souvent. Voilà, pardon d'avoir été trop long. Alors je vais, pour entrer dans le livre et le présenter, tout d'abord commencer par revenir sur cette question de ce qu'est voir une image, parce que c'est un petit peu l'objet central, et puis ensuite aborder la question, l'angle politique, la question du lisible, et puis peut-être la question plus institutionnelle après. Donc commencer par qu'est-ce que voir une image, parce que tout le livre consiste à montrer que même si on reproduit en multipliant les angles de vue, les prises, les échelles, une image aussi complexe que celle-ci, qui se déploie, que cette fresque du bon gouvernement, ça ne suffit pas à la voir véritablement. Et donc montrer que nous ne savons pas voir, ou plutôt qu'il faut beaucoup de temps pour voir ce qui apparemment crève les yeux. Il y a d'une part ce qui se donne à voir, mais dans une sorte de fausse immédiateté, cette visibilité un peu aveuglante à force de paraître s'offrir à nous sans médiation ou sans effort, cette image. Et puis d'autre part, ce qu'on croit être invisible sous l'effet du temps, essentiellement parce que ça aurait été détruit, effacé, ou parce que ce serait devenu inintéressant, ou on en aurait oublié les clés, l'origine, ce serait d'un temps trop ancien, mais qui en réalité, qu'il importe de percevoir tout de même, malgré tout. Il y a cette image, comme celle de cette fresque, elle est à la fois disponible en ce qu'elle est matériellement accessible, il suffit de se rendre à Sienne ou de regarder les reproductions, et néanmoins incroyablement éloignée de nous. Il s'agit de faire sentir cet éloignement, de le faire éprouver à nouveau. Et donc Patrick Boucheron montre que, tout d'abord, il s'agit de ne pas être obnubilé par les allégories, celles que vous avez en face de vous, qui se trouvent donc sur le mur nord, qui attirent et qui retiennent notre attention, et puis surtout notre désir d'interprétation. Mais il s'agit aussi de ne pas croire qu'une lecture réaliste, c'est-à-dire une lecture érudite, une lecture qui alterne apparemment régulièrement dans l'histoire de la réception de cette fresque, avec un retour continuellement ensuite de balancier vers la lecture plus allégorique, que cette lecture érudite nous offrirait deux meilleures clés d'interprétation. C'est-à-dire que croire que derrière ces images, derrière ces tableaux, nous puissions accéder à des lieux, à des personnages ou à des réalités sociales que le peintre aurait eu lui-même sous les yeux. Donc il ne faut lever ni trop les yeux, ni les baisser au ras du sol. Et c'est une question
qui concerne ce que Patrick Boucheron appelle dans un autre texte, je vais distribuer, je n'ai pas beaucoup de photocopies, je suis désolé, il n'y aura peut-être pas assez d'images, mais ce qu'il appelle d'en faire profession d'historien, à propos d'une très belle image de Georges Duby pointant le doigt comme ça à ses étudiants afin qu'ils voient ce qu'il cherche à leur montrer, et le regard des étudiants qui va dans la même direction, ce qu'il appelle une configuration des regards et des intentions. Et c'est ce travail de configuration des regards et des intentions que tout ce livre et tout le parcours très sinueux, effectivement, très ondoyant, que déroule ce livre cherche à reconstituer. Il faut, en quelque sorte, passer par une succession d'approches du tableau. Vous avez vu juste avant, on le voit tout d'abord en son entier. Enfin, ce n'est pas un tableau, hein, cette fresque, pardon. On la voit tout d'abord en son entier. Ensuite, on sort du palais. C'est la première image que vous aviez vue, celle de ce campo. On revient sur le campo pour pouvoir voir la ville, la question de l'architecture et avoir une sorte de prise de recul. Puis ensuite, on va, après avoir sorti sur ce campo et puis notamment après avoir entendu Bernadette Sienne qui prêche, on va re-rentrer et faire un long parcours à travers les pièces pour pouvoir réaccéder ensuite à la fresque. Puis ensuite avoir une succession de plans à des échelles très très différentes qui vont du plan d'ensemble à des plans de détail très très précis, à des cadres très précis. On va continuellement varier les échelles pour rapprocher cette fresque et essayer de trouver la juste distance, la bonne vision. C'est-à-dire éviter les lectures à plus haut sens et les lectures au contraire érudites qui prétendent voir ce qui aurait directement inspiré le peintre. Parce qu'à chaque fois, dans ces deux obstacles, ce n'est pas le tableau qui est regardé lui-même, c'est ce qui se trouverait derrière, aussi bien l'idée que la réalité sociale qui l'aurait inspiré. Donc le plus difficile, c'est de regarder droit devant soi, en quelque sorte, de voir ce qui crève les yeux, pourtant. Et il y a cette série de va-et-vient assez complexe qui vise notamment à faire, en quelque sorte, dissiper tous les regards qui se sont posés sur cette image. Et c'est peut-être là où le travail est le plus complexe et le plus intéressant. Il y a tout d'abord les regards de cette nuée d'admirateurs qui ont parlé en bien ou en mal, ça dépend des époques, de cette fresque. L'ensemble des descriptions qui se sont déposées dessus, puisqu'elle s'est petit à petit effacée et qu'on en connaît une partie uniquement par le biais de ces descriptions. L'ensemble des copies aussi qui se sont faites et qui les recouvrent en partie, et puis surtout les retouches et les restaurations. Et c'est là où finalement cette histoire devient peut-être le plus fascinante, c'est qu'une grande partie, une énorme partie en fait, nous reste invisible parce qu'elle n'est pas bien reconstituée, mais est reconstituée, a été retouchée selon les époques, et on peut voir l'effet de ces retouches notamment en constatant qu'il y a des divergences entre ce qui est décrit par les premiers spectateurs de cette fresque, enfin au XVIIIe siècle en tout cas, au début du XVIIIe, et puis ce que nous, on en voit aujourd'hui. Et donc ces écarts témoignent de l'effet de ces reconstitutions qui ont pu se déposer sur cette fresque que nous avons sous les yeux et qui n'est pas jamais complètement celle qui a été peinte. Alors le premier point, c'est cette question de la peur. Il s'agit ici d'essayer de reconstituer ce qu'est l'expérience de la peur, cette peur qu'inspire le pouvoir. Cette peur, cette fresque, elle est à la fois censée la représenter par la peinture, l'interpréter par l'allégorie et la conjurer. La conjurer notamment par cette opposition qu'on a vue dans la disposition de la fresque, par l'opposition terme à terme entre les effets sur le mur ouest du gouvernement tyrannique et de la guerre donc, avec ceux sur le mur est de la cité heureuse et des campagnes jouissant de la paix. Cette fresque, c'est celle qui a poussé les neufs que l'on voyait au début, qu'on voit juste en dessous des allégories dans le mur nord, les fameux neufs qui sont plus, évidemment, ici représentés plus nombreux, qui ne se sont pas représentés eux-mêmes dans la peinture. C'est elle qui les a poussés donc à faire appel aux peintres pour représenter cette opposition entre la guerre et la paix et les deux types de pouvoir. Et donc je vais pas revenir sur ce que disait Patrick à propos de cette lutte politique sous-jacente entre le pouvoir communal et la seigneurie qui est en train petit à petit de prendre le pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a un risque pris par les neufs à représenter ainsi leur conception du pouvoir. Et ce risque qui tient notamment, alors je crois qu'on le voyait tout à l'heure, c'est à propos de Concordia, l'une des figures, l'allégorie de Concordia, tient dans sa main, entre ses mains, un rabot qui évoque le rabot fiscal. Et notamment la question si complexe de la redistribution des richesses, si complexe notamment pour un gouvernement comme celui du peuple ici.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette représentation du pouvoir, elle fait courir un risque. Elle consiste à étaler la réalité du dissensus politique, le risque que représente le dissensus politique, mais donc en quelque sorte exposer la fragilité de l'entente sur laquelle repose le gouvernement du Populo, mais pour cela de mettre tout de même en quelque sorte le spectateur face à l'alternative qui est celle de la paix du peuple ou de la paix du prince, afin de l'obliger en quelque sorte à faire un choix. Donc, alors, ce qui m'a intéressé, c'est que d'une certaine manière, cette seigneurie, le risque que représente la seigneurie, d'une certaine manière, c'est une réalité sociopolitique à laquelle tu entends restituer une certaine prégnance, conférer une certaine actualité, et on le sent au fur et à mesure de la description, sans jamais aller jusqu'au bout de l'anachronisme, c'est-à-dire sans jamais risquer aucun parallèle avec l'époque actuelle. Alors que tout dans la description de l'opposition sociopolitique qui s'opère ici, même si on évite l'anachronisme, fait penser énormément, enfin donne une espèce d'actualité très très forte à la peur qu'on est censé ressentir, au risque qu'il y aurait à céder à la séduction du Populo, qui effectivement emprunte la rhétorique à cette époque du gouvernement du peuple. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Google Art Project n'a pas qui reproduit tout un ensemble des peintures, ne reproduit pas la partie qui concerne la guerre parce que c'est celle qui est la plus détruite, qui est la plus endommagée. Donc on peut supposer que c'est pour cette raison que ce ne serait pas reproduit, mais Patrick Boucheron, enfin en tout cas ce que ton livre suggère, laisse entendre que ça ne l'est pas aussi parce que c'est une vision moins lénifiante. Du coup, cette peinture, cette partie de la fresque offre une vision moins lénifiante de la peinture, moins heureuse. C'est là où vraiment la peur est censée saisir le spectateur et que l'espèce de conception un peu agréable et touristique de la peinture et de l'art que le Google Art Project suppose fait qu'on peut prendre prétexte de la destruction de cette partie de la fresque pour finalement ne pas la reproduire. Alors, il y a une autre dimension qui est vraiment, et on le voit bien ici, absolument passionnante, c'est l'intrication très forte entre le lisible et le visible. Alors, ces deux notions de visible et de lisible sont empruntées à un article très important de Louis Marin sur cette question de la visibilité et de la lisibilité de l'histoire, notamment à propos de la colonne Trajane. Il y a une certaine ambiguïté dans la conception, dans la façon dont Marin analyse notamment ce qu'il entend par le lisible. On ne comprend jamais très très bien si la lisibilité chez Marin concerne essentiellement une lisibilité comme série de mots, d'inscriptions qui accompagneraient les images, puisque toute image, et on le voit ici de façon éminente, est saturée de langage. Et dans le cas de la fresque du Bon Gouvernement, on a les tituli, c'est-à-dire les titres qui nomment les allégories, on a les inscriptions le long des parois, qui courent le long des parois, on a les cartels, à l'intérieur des images qui décrivent l'histoire en quelque sorte, et puis on a les cartouches proprement dit, dans lesquels se déroulent les vers. Il y a beaucoup de vers édifiants, il y a 62 vers à peu près, je crois, qui courent le long de la paroi. Donc il y a énormément de langage dans cette fresque. Alors est-ce que la lisibilité, c'est ça, ce langage, ou est-ce que c'est la lisibilité que suppose la reconstitution d'un enchaînement d'actions qui est représenté par l'image ici. Donc est-ce qu'il s'agit plutôt d'une lisibilité scripturale ou d'une lisibilité figurale? Chez Marin, ce n'est pas tout à fait clair, enfin moi je ne suis pas sûr d'avoir compris. En tout cas, ce qui ici importe, c'est vraiment la dimension scripturale, si prégnante, si forte, qu'on a tendance un tout petit peu à oublier, mais qui oriente énormément la lecture et la compréhension que l'on fait de cette image. Alors, c'est cette lisibilité qui m'a vraiment intéressé parce que, en raison de son ambiguïté, notamment lorsqu'on s'intéresse à la poésie et à ces vers qu'on trouve ici, parce que ces vers, comme vous le dites, éclairent tout et n'expliquent rien, accentuent l'effet de paradoxe de cette image. On trouve là, du coup, un problème qui est un peu celui qu'on identifie aussi, qu'on rencontre au cinéma. Il y a énormément de théoriciens américains du cinéma qui sont intéressés à cette question de l'imbrication entre ces deux ordres, en quelque sorte. Notamment Tom Conley, dans Film Hieroglyphs, qui est un ouvrage sur cette question de
nombreux moments où dans un film, on trouve comme ça des inscriptions, des mots qui parcourent. Et puis Camelia Elliott, dans un ouvrage très important qui s'appelle Rethinking the Novel Film Debate. Tous les deux insistent sur le fait que l'écriture est si imbriquée au cinéma qu'elle ne se remarque pas et surtout qu'elle conduit la plupart des théoriciens du cinéma à la nier en quelque sorte, ou en tout cas à la négliger. Et à vouloir, dans une perspective qui est celle qui remonte très loin, qui remonte à Lessing et au Laocoon de Lessing, à vouloir continuellement accentuer la dissociation, la rupture, la diffraction entre l'ordre de l'image du cinéma et l'ordre du langage qui est celui de la littérature. Alors que c'est quasiment impossible. Il y a un coût herméneutique à cette espèce de rage avec laquelle les théoriciens du 7e art distinguent littérature et cinéma et qui est assez élevé. Alors la question ne se pose pas exactement dans les mêmes termes pour les rapports entre littérature et peinture, bien sûr, mais c'est essentiel, il me semble, de montrer, comme tu le fais, cette espèce d'imbrication entre les deux ordres et de faire entendre l'écho lointain de ces paroles codées, de cette poésie peinte, de ce que tu appelles, de ce qui s'appelle ici le visibilé par l'arrêt, c'est-à-dire ces espèces de paroles devenues visibles, peintes. Parce que ce que cette prise en compte permet, c'est de dialectiser beaucoup mieux ce rapport entre le proche et le lointain. L'image, c'est ce qui semble se donner dans l'immédiateté, alors que le vers supposerait un déchiffrage, supposerait tout un savoir linguistique, toute une série de savoir linguistique et poétique et une série de connaissances, mais c'est une fausse opposition, parce que la poésie, plus que l'image, qui est tout aussi codifiée en réalité, s'adresse à nous peut-être de manière encore plus directe que ces images faussement évidentes. En tout cas, nous interpelle de façon extrêmement directe à plusieurs moments. Et donc, il s'agit de faire rejouer cette espèce de dialectique entre les deux. Alors, le dernier point que je voudrais, le dernier axe qui moi, m'a beaucoup intéressé en lisant ce texte, et je l'ai lu en regard avec Faire profession d'historien, qui est Faire profession d'historien, c'est l'inédit, enfin pas l'inédit, c'est la synthèse d'HDR que tu avais faite à ce moment-là et que tu as publié ensuite. Alors cette dernière dimension, elle concerne étroitement Conjurer la peur. Ce qui m'a fasciné, c'est que l'écriture d'un tel essai suppose une formidable liberté de pensée, à tous les sens du terme, c'est-à-dire du temps libre, de la disponibilité pour séjourner auprès de l'œuvre, pour y revenir, tu te décris à la fin, y revenant continuellement, restant seul devant cette image, comme ça pendant des heures, passer le temps qu'il faut pour l'observer, et puis surtout une extraordinaire marge de manœuvre dans la rédaction de cet essai, sous cette forme à la fois si inventive et si risquée. Risquée parce que non académique, mais c'est un certain moment de ton parcours. Et cette liberté, elle est devenue aujourd'hui un luxe que toutes les réformes de l'université qu'on connaît depuis une dizaine d'années, plus s'emploient à casser. Alors, il y a quelques remarques dans Faire profession d'historien qui m'ont vraiment beaucoup frappé. Je voudrais commencer par une première, c'est l'importance que tu accordes au fait qu'il est essentiel, au cours de son apprentissage en tant qu'étudiant, ici ce sont les étudiants d'histoire, mais ça vaudrait éminemment pour les étudiants de littérature aussi, et surtout au cours d'une thèse, lorsqu'on se lance dans une thèse, de faire l'expérience de la désorientation. Pour un étudiant, pour un doctorant, il s'agit à un moment d'être livré à soi-même, de prendre un risque et de faire, je cite Patrick Boucheron, certainement fausse route, mais de jouir pleinement de cette liberté, de faire l'expérience de jouir de cette liberté. Or, cette expérience, elle est devenue absolument insupportable aux yeux des étudiants, et tout dans notre pédagogie vise à l'éviter, cette expérience, et surtout, tout le système des thèses ou des post-doctorats qui sont préfabriqués et que les financements qui nous sont accordés nous obligent aujourd'hui à octroyer dans le cadre de projets de recherche qui sont des projets de recherche collectifs. Tout cela rend impossible ce type de prise de risque et ce type, enfin, petit à petit, rend plus difficile cette espèce de prise de risque. Ce qu'on perd, c'est cette idée qu'on apprend beaucoup à ne pas comprendre. C'est une formule que tu emploies dans Faire profession d'historien, et que je trouve très très belle. Apprendre à ne pas comprendre. Et cet exercice de désorientation, c'est celui que tu fais pratiquer à ton lecteur dans Conjurer la peur, précisément. Mais il y a plus important, je vais passer sur la critique très intéressante que tu fais des grèves de 2009, qui témoignait de l'espèce d'enfermement scolastique dans lequel les universitaires étaient pris en quelque sorte. Mais il y a une chose qui m'a plus intéressé, c'est la critique qui est absolument essentielle, me semble-t-il, de la littérature grise que l'on est amené à produire. L'HDR en étant
la fameuse synthèse dans SGR en étant l'apothéose, en quelque sorte, même si tu as publié la tienne, mais c'est quand même assez rare. Les historiens le font, eux, ont le courage de le faire, ce qui me semble très important. Parce que cette littérature, elle est ce que l'on est censé de produire d'inédit continuellement, sous forme de colloques qui sont aussi vite périmés qu'organisés, que pensés et organisés, mais au prix d'une inattention institutionnellement organisée qui est phénoménale. Le fait de produire, lors de l'HDR, ces espèces de littérature qui n'est destinée qu'à 6 personnes qui n'ont pas le temps de la lire parce qu'eux-mêmes sont écrasés de travail, etc. etc. Cette situation me semble assez frappante. Or, ce que prouve Conjurer la peur, c'est qu'une véritable pensée ne peut se déployer qu'à la faveur d'un projet très personnel, même si par ailleurs, tu le dis dans faire figure de, je ne voudrais pas mentir sur ce point-là, faire profession d'historien, tu participes à toute une série de projets collectifs, bien sûr, et qui nourrissent en partie ta recherche. Mais en tout cas, ce projet est éminemment personnel et il y a cette dimension obsessionnelle dont tu parlais et que j'ai partagée aussi et que je n'ai plus moi-même éprouvé que parce que j'avais de mon côté comment est-ce qu'on appelle ça, l'IUF, donc énormément de temps et de luxe aussi à un certain moment de ma vie, mais que j'aurais jamais pu faire dans d'autres conditions. Donc cette recherche qui doit être menée de manière très lente, très progressive. Alors on s'est beaucoup, et Marielle y faisait référence un tout petit peu, on s'est beaucoup intéressé aux différences poétiques, narratologiques et sociologiques entre l'écriture de l'histoire et l'écriture de la fiction, et finalement ces points ne sont peut-être pas si importants, ou en tout cas moins importants qu'un phénomène dont tu parles dans Faire profession d'historien, qui concerne les effets de lecture que doivent produire un texte historique. Il y a un type de pacte particulier que suppose le texte historique, notamment un pacte qui consiste en ce qu'un processus cognitif se mette en branle lorsqu'on se met à croire vrai tout ce que raconte un livre d'histoire. Or, cet effet de lecture, il est complexe, il suppose un travail d'écriture, un travail fort complexe, et il me semble que Conjurer la peur, de ce point de vue, administre une véritable leçon. Il y a tout un suspense, tout un travail de progression dans l'accessibilité, dans la lisibilité de cette image qui nous est tout d'abord présentée, à laquelle on ne comprend rien et dans laquelle on ne voit rien, et dans laquelle progressivement on va pénétrer. Mais ça suppose tout un travail de composition. Il faut y aller lentement pour retrouver cette espèce de dialectique de distance et d'urgence qui est le propre de cette fresque, que les contemporains eux-mêmes devaient d'ailleurs éprouver, de façon complètement différente que pour nous, bien sûr. Cette fresque dont toutes les clés nous manquent et qui pourtant nous devient progressivement assez extraordinairement présente. Mais ça suppose cette espèce de très lente écriture et d'entrée dans l'écriture que les conditions où aujourd'hui dont il devient de plus en plus difficile de jouir. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais oui, mais on va sans doute discuter. Enfin, merci de tout ce que tu as dit. Bon, j'aurais plein de choses à dire. Sur la fin, regardez, je vous fais juste voir comment cette histoire de travail collectif et de désœuvrement éventuel peut être mis en peinture par Lorenzetti. Ça, c'est la cité en paix, bien organisée. En même temps, ce n'est pas la cité de Dieu, hein, vous avez vu. Rien n'est absolument symétrique, rien n'est même essentiellement beau. Enfin, c'est notre ville, pourvu qu'on y fasse un peu attention et qu'on y prenne soin. Mais elle est perpétuellement, elle est faite de guingois, c'est proprement enfin, c'est pas programmé, voilà, c'est pas un post-doc. C'est-à-dire que c'est bricolé au jour le jour, il y a des gens qui travaillent, et évidemment c'est une ville de marchands, donc la différence avec la ville en guerre est au chômage, il n'y a que l'armurier qui travaille. La ville en paix, c'est un idéal de paix de marchand, d'ailleurs c'est une ville affairée. Et pourtant, alors tout le monde travaille, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui travaillent effectivement à vendre du drap, et puis d'autres qui travaillent, comme un peu plus loin, je crois, à vendre les choses ou leur savoir. Hein. Vous voyez, une petite école. Et là, il y a la relation pédagogique. Mais, et d'ailleurs, je ne l'ai pas assez dit, c'est une des choses que je me reproche dans le livre,
il y a un endroit où les gens sont proprement désœuvrés. Il y a on ne sait pas à quoi ils jouent, probablement au dé. La matière picturale est manquante, c'est d'ailleurs peut-être pas un hasard. En tout cas, ici, elle n'a pas été reprise. Mais dans cette peinture-là, même si on admet qu'elle est peinte en état d'urgence, il a semblé urgent au peintre de représenter des gens qui s'écartaient, qui perdaient un peu leur temps. Voilà. Alors que, par ailleurs, les jeux de hasard, à ce moment-là, on trouverait bien des législations urbaines pour les condamner moralement. Donc, pour revenir à ce que tu dis, oui, bien sûr, ça me paraît vraiment très important de placer la discussion à ce niveau-là. En même temps, bon, moi, tu dis c'est un risque, mais c'est un risque sans grand danger. Voilà. Au fond, il y a un moment où... Ce livre-là, je crois, est un livre que j'ai écrit comme un livre parce qu'il n'aurait pas pu être autre chose qu'un livre. Voilà. Donc c'est aussi une défense de l'objet livre. C'est assez paradoxal parce que l'image, elle le déborde de toutes parts. Il n'y a pas... elle ne peut pas être enfermée dans un livre. Et c'est là où on se dit, Google, c'est mieux, quoi, parce qu'on zoome, on dézoome. Mais effectivement, le Google Art Project, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, on regarde, enfin, on vérifie que ça existe. On essaye d'avoir le mal de mer une ou deux fois, on zoome, on dézoome une ou deux fois, puis après on arrête. On ne le travaille pas. Et donc, c'est l'objet livre qui permet de le travailler d'une certaine manière. Et ça, c'est effectivement paradoxal parce que, en même temps, j'ai été très touché sur tout ce que tu dis sur le rapport entre la narration, la visibilité, le mouvement. Parlons de Louis Marin. Effectivement, je pense que la différence... Ce qu'il a voulu montrer donc, dans cet article, c'est sur la colonne Trajane. Et ce n'est pas sur la colonne Trajane, en fait, c'est sur les livres qu'on faisait à partir de la colonne Trajane, à partir du XVIIe siècle, avec l'Académie de France, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais enfin, c'était effectivement Louis XIV qui avait dépêché des artistes et des graveurs pour dérouler littéralement la colonne Trajane, c'est-à-dire pour l'enfermer dans des livres et pour la rendre, là pour le coup, lisible, immédiatement lisible, alors qu'en réalité, peut-être que, comme l'a montré Paul Veyne, l'efficacité de la colonne Trajane, c'est pas qu'elle soit, c'est pas de la dérouler, c'est qu'elle soit proprement enroulée, 27 fois enroulée sur un fût. Et donc, on sait qu'il y a 4000 personnages, mais ça nous passe largement au-dessus de la tête. Et cet effet de puissance et de domination, c'est proprement l'effet massif de sens qu'elle produit. Alors, évidemment, on voit autre chose lorsqu'on la déroule. Et c'est peut-être ce que, effectivement, Louis Marin appelle la lisibilité. Sauf que là, il y a une autre affaire de lisibilité, qui est que la peinture, effectivement, est envahie d'écriture, comme tu l'as dit, et qu'à partir du moment où l'écriture est partout dans la peinture, alors elle peut laisser croire que c'est l'herméneutique de la lecture qui va s'imposer et qu'il va falloir lire cela comme on lit un livre. Et c'est là où c'est paradoxal. C'est-à-dire autant la colonne Trajane ne peut être vue qu'en livre, ou lue qu'en livre, autant cette fresque, il faut la voir pour le croire, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous ne la voyez pas vraiment ni sur Google, ni dans le livre. C'est-à-dire que c'est un lieu de peinture au sens de Daniel Arras. C'est-à-dire que véritablement, il y a un effet là qui est impossible à rendre si on n'y était pas. C'est pour ça que ça me touche ce que tu dis, parce que ce que j'ai fait beaucoup, la chose que j'ai fait le plus le plus continuellement dans ma vie d'enseignant, c'est d'organiser des voyages d'études avec des étudiants et d'y aller voir, d'aller sur les lieux et de parler dans les lieux, de ne pas faire des visites, mais d'essayer d'organiser des parcours qui soient des parcours un petit peu, enfin, de faire parler au fond le mouvement même des corps et des corps parlants dans la ville, jusqu'à effectivement se fatiguer un peu et se désorienter. Ouais. Et ça, ce que tu dis sur la capacité qu'a... alors comme éditeur, parce que je le suis aussi,
temps en temps, c'est quelque chose de très important de faire comprendre que quand quelque chose est difficile à comprendre, l'historien peut aussi le faire comprendre en n'étant pas lui-même compréhensible, pas immédiatement compréhensible. Or, l'injonction qui pèse sur lui, c'est de tout expliquer. Et que plus c'est compliqué, plus il doit l'expliquer. Et que plus c'est embrouillé, plus il doit, au contraire, être accueillant à cette... Or, moi, les livres que j'aime bien sont les livres qui organisent la désorientation. Le livre de Romain Bertrand, L'histoire à parts égales, les 20 premières pages sont propres, après l'introduction, sont proprement incompréhensibles. Voilà. Normalement, un bon historien, comme on nous l'avait appris, surtout pour un truc comme ça, où il s'agit de suivre des Néerlandais qui vont à Java pour la première fois, et ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir, bon, et nous non plus. Et nous, malheureusement, on se dit, bon, ça va être difficile, parce que la seule chose qui soit plus imprononçable que le javanais, c'est le néerlandais. Donc on va être, de toute façon, pendant 600 pages, dans un océan de noms imprononçables. Bon, on va être littéralement noyé. Alors normalement, l'historien, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il dit, bon, allez, bon, rassurez-vous, je vais vous faire un tableau. Alors la Hollande au XVIIe siècle, c'est ça, Java, c'est ça, le commerce entre la Hollande et Java, c'est ça, et puis et comme ça, on fait des livres qui ne commencent jamais. Or, le livre de Romain Bertrand, il prend le train en marche. C'est-à-dire que, littéralement, on arrive dans une situation et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Parce que c'est normal, comme eux. Et les choses qu'on perçoit sont des choses insignifiantes. Et puis on va apprendre ensuite à les hiérarchiser. Bon, peu ou prou, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, ou voilà, comme un film qui prend le train en marche, quoi. Voilà. Et ça rejoint peut-être un peu l'expérience de Lagrasse. À Lagrasse, donc c'est le banquet du livre, je suis l'historien de service d'un public qui n'aime pas l'histoire. Parce qu'elle trouve ça trop robuste, trop simple, trop évident. Voilà. Bon. Et donc, je dois travailler à faire le contraire de ce que je fais toute l'année devant mes étudiants, c'est-à-dire où il s'agit plutôt quand même le plus souvent de compliquer, de simplifier des choses compliquées. Là, en revanche, je dois compliquer des choses simples pour leur montrer que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant comme la poésie, ou comme la philosophie, ou comme la littérature. Et voilà, c'est l'expérience que je raconte, c'est-à-dire que mais bon, je pense que c'est comme ça aussi que l'enseignement se fait, par exemple, dans cette école. Voilà, si on se mettait constamment à tout expliquer de ce qu'on fait, au moment même où on le fait, alors on raterait quelque chose d'essentiel pour comprendre, qui est effectivement de ne pas immédiatement comprendre. Peut-être qu'on a envie de se tourner vers la salle. Moi, j'aurais des questions à poser à Patrick, mais si vous avez des envies de questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai peut-être une question sur la peur. Je regrette de ne pas avoir lu le livre, parce que c'est sûrement une question qui a déjà sa réponse dans le livre, mais je la pose pour lancer la discussion. Où est-ce qu'elle est, cette peur? J'ai vu le Timor, je le vois, et comme ça, je me fais un peu l'avocat du diable. Je me dis, bon, c'est une partie importante, mais est-ce qu'elle détermine disons, le sens de l'ensemble de la fresque? Ce que j'ai entendu, c'est que, bon, il y a la question politique, l'urgence que vous n'avez pas eu le temps de rendre compte pourquoi il y a cette urgence. Et en tout cas, la chose à laquelle le titre, comme celui de notre livre, me fait immédiatement penser, c'est deux choses. D'une part, Freud, donc, est-ce que c'est une idée finalement assez freudienne de conjurer la peur par là? D'accord, ça c'est une affaire très générale. Et l'autre, c'est les images qui font peur, donc les images terribles, les jugements derniers,
Et donc une peur qui serait dans l'agencement, dans le fonctionnement même de certaines images, dans leur relation au spectateur, dans la peur, par exemple, parce que la fin du temps arrive et qu'il faut se juger soi-même. Enfin, là, dans les cadres de ces fresques que j'ai vues plusieurs fois, effectivement, sans jamais très bien comprendre, je n'aurais pas immédiatement pensé que c'était une machine à conjurer la peur. Donc voilà, donc c'est un peu une question. Alors, le parti pris du livre est de commencer à regarder la part méchante des choses, la part funeste, donc la partie dégradée, détruite, donc celle qu'on n'a pas reprise en fait, mais celle que l'on voyait dès qu'on rentrait dans cette salle, si du moins on n'était pas gouvernant, mais gouverné, on était nez à nez avec ça. C'est-à-dire que dès qu'on rentre par la porte, qui était la porte percée à ce moment-là, on est devant la peur. Et ce qui anime, au sens propre, toute la démonstration, mais au sens vraiment du ductus, enfin, c'est vraiment la démonstration, c'est ce qui va enchaîner l'émotion. Et donc, d'une certaine manière, l'écriture, c'est la peur. C'est-à-dire, au début, on a peur, et à la fin, il y a de l'autre côté, de manière exactement symétrique, il y a une charmante jeune fille, je vais vous la faire voir, qui s'appelle la Securitas, et qui est donc devant, je l'ai là j'espère, devant la peur, qui dit, donc ça, voilà l'autre, le petit écriteau, je traduis, senza paura, c'était le titre de code du livre, et ça va le devenir en fait dans la traduction italienne, senza paura, sans peur, que tout homme marche sans dommage et que chacun cultive et sème aussi longtemps que cette commune restera sous la seigneurie de cette dame. Ça veut dire que l'ensemble de la poésie peinte, si effectivement elle impose une orientation du regard, c'est vous avez peur, apprenez à ne plus avoir peur. Mais apprenez aussi à mettre un visage sur votre peur, c'est-à-dire, au fond, conjurer la peur, ça ne veut pas dire n'ayez plus peur, qui est un slogan potentiellement dangereux. Au contraire, il faut rappeler qu'il y a une histoire, que cette histoire est meurtrière, etc. etc. Bon. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où on a soutenu le regard un peu longtemps sur la partie mauvaise des choses, alors, même quand on part de l'autre côté, on s'en trouve quand même, le regard s'en trouve quand même toujours un peu embrumé. Et toi, tu disais effectivement, Marielle, mélancolique ou amer. Après, je pense que c'est l'ensemble de la scène qui se trouve un peu inquiété. Voilà. Et oui, par ailleurs, elle a un pendu quand même, juste. Ah bah oui. Voilà. Par ailleurs. Donc c'est pas pas lénifiant plus. C'est pas lénifiant, voilà. Elle est ce qu'elle a dans la main, c'est ce qu'elle a dans la main, c'est un condamné à mort. Voilà. Mais par justice, enfin, Et ceux qui veulent conjurer la peur, par exemple, donc ça c'est la dernière scène et c'est le dernier. C'est très beau, ça. Le dernier chapitre. Il y a là une scène au cœur de l'espace civique qu'en règle générale, qu'on aurait tort de considérer comme anodine, ou c'est des femmes qui dansent. D'ailleurs, c'est pas probablement des femmes, et puis il n'y a pas là une sorte d'émotion spontanée. C'est plutôt un rituel public. Enfin, ça, je le montre, il y a des raisons archivistiques et doctrinales, en tout cas textuelles, de référer cette image à des pratiques sociales qui sont des pratiques de ritualité publique, à des moments où il y a une grande angoisse politique dans la cité. On a des textes, en particulier de Podesta, qui disent si
la cité est inquiète, si la cité ne se sort pas, alors organiser des fêtes solennelles, etc. Et ça ressemble à ça. Et effectivement, il est possible de considérer que les habits de ces danseuses ou danseurs, eh bien, ont des symboles qui désignent donc soit la mythe, soit le ver ou la chenille, qui est un des symboles de la tristitia, c'est-à-dire de la tristesse, de la passion triste, de l'ascédie des moines, et que justement cette émotion collective est une manière de réarmer les énergies, de raviver les émotions collectives pour, en tout cas disent les textes, pour sortir de l'angoisse. Voilà. Donc c'est pas une sorte de freudisme gratuit qui viendrait éclabousser l'image, enfin je ne crois pas. Il y a quelques éléments en tout cas, et dans l'image et dans les textes qui peuvent l'éclairer, qui permettent de la justifier. Et en même temps, moi si je peux revenir sur la peur, et juste alors donc, dans le dernier chapitre du livre, tu montres que ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Voilà. Mallarmé décrit la danseuse ainsi, il dit ce n'est pas une femme, elle ne danse pas. Oui. Et donc c'est bien de ça que tu parles. Mais juste sur la peur, moi il y a aussi toute une analyse qui m'a frappée, c'est qu'il y a une allégorie mauvaise et en fait elle fait pas très peur. Non. Et justement, tu en fais grand cas du fait qu'elle ne fait pas très peur. Même pas peur, hein, tu dis comme si c'était une représentation un petit peu enfantine, qui n'a guère que quelques crocs pour très loin justement des images horrifiantes ou horrifiques de certaines représentations des enfers. Et je pense que ça fait partie du propos du livre, qui est de montrer que ce contre quoi ce lieu de peinture arme ses spectateurs, c'est pas contre la peur d'un tyran très visible et très manifeste qui viendrait avec le désir du despote, mais c'est contre une forme de seigneurie beaucoup plus aimable et beaucoup plus séduisante. Et je trouvais que le fait de simplement se dire bon, cette image il ne fait pas peur. C'est donc bien qu'il y a autre chose qu'une peur du despote à conjurer. Je trouvais que cette façon d'en traiter était très, très efficace. Et d'ailleurs, c'est un des débats, moi j'ai entièrement découvert, un des débats historiographiques manifestement très important. Oui. Cette idée de ce que l'on cherche à défendre comme seigneur. Est-ce qu'on cherche à défendre un seigneur ou le bien commun comme seigneur? Mais ça, c'est un point justement de débat historique important. Oui, le chapitre s'appelle, je crois, Ce que cache l'image. Oui, c'est le sous-titre. Voilà. Séduction de la tyrannie, ce que cache l'image. Oui. Donc le titre, c'est Séduction de la tyrannie, ce que cache l'image, et avec en regard justement cette image qui est censée faire peur, mais ne fait pas si peur que ça, effectivement. Ouais. Parce que, on peut dire, alors évidemment c'est le tyran, mais c'est le tyran, c'est un masque blême, un peu genre les masques de Sénèque. Hein. Et on sait par ailleurs que ce qui est le plus dangereux à ce moment-là dans la tyrannie, c'est moins sa passion criminelle ou ses débordements meurtriers que, en fait, l'extraordinaire puissance de séduction que, par bien des aspects, elle arrive à déployer. Et que cette image de Lorenzetti, là encore, il faut quand même comprendre qu'on est au Moyen-Âge. Donc on parle d'un temps qui a disparu, ou tout ou presque a disparu. Par exemple, toute la propagande seigneuriale a disparu. Et pratiquement. Giotto, qui est quand même pas rien, Giotto a peint 2 ans avant, à Milan, un bon gouvernement de la seigneurie. Et évidemment que Lorenzetti répond à Giotto, sauf que Giotto, on ne le voit plus. Voilà. Et donc là, il y a un hors-champ. C'est-à-dire que cette image, évidemment, elle est flatteuse pour nous, on l'appelle bon gouvernement, si vous y allez, vous allez voir, il y a le logo de l'UNESCO, bon voilà.
Donc on se dit, bon, mais cette image, elle n'a de sens que si on reconstitue ce contre quoi elle luttait. Ouais. Et qui, évidemment, a disparu. Voilà. C'est ça le truc. Et est-ce que moi je peux t'interroger aussi sur le désir permanent de dire quelque chose du monde contemporain, parce que tu insistes dès le début sur le fait que ces fresques et cette, disons, une version un petit peu simplifiée de l'histoire de l'Italie des communes, elle sert d'origine un petit peu rêvée à la pensée, à une pensée libérale, Oui. à une pensée républicaine. Oui. Et voilà cette force d'une image même énigmatique, etc., à venir jusqu'à nous porter un discours sur ce qui est en péril dans la communauté. Est-ce que tu as voulu... Jean-Louis disait que tu te gardais d'aller au bout de cet effort anachronique, mais il est quand même très présent. Je vais essayer de... C'est une question qui m'importe beaucoup, qui me touche beaucoup. Donc je vais y répondre sincèrement, enfin, je vais dire personnellement. C'est un livre qui a failli être écrit, enfin je l'avais pratiquement fini, je crois que ça devait être en 2008 ou 2009, voilà, 2009. Et c'était un livre, alors vous voyez le genre, 2009, on était tous énervés, quoi, hein, politiquement énervés. Voilà. Et c'était un livre qui était à ce moment-là plus énervé, mais moins désespéré. C'était l'époque. Bon. Et peut-être un peu explicite sur ce qu'il avait à dénoncer. Bon. Et puis j'ai tout enlevé. Voilà, je l'ai laissé, et puis j'ai tout enlevé. Certains peuvent me le reprocher. Par exemple, j'avais fait une interview à Mediapart. Il me disait, ouais, c'est pas mal, votre truc c'est pas mal, mais enfin, bon, pourquoi vous ne dites pas les choses ? Sur le libéralisme, sur la banque, sur la fiscalité. Pourquoi vous ne dites pas les choses ? À un moment, c'est vrai, j'étais un peu gêné. Je vous donne un exemple. En 1338, au moment même où Lorenzetti peint à fresque, il y a un grand scandale financier et les Siennois pétitionnent contre la politique de l'État des Neufs. Et quel est-il ? C'est qu'à ce moment-là, les banques viennent de faire faillite. Elles viennent de faire faillite parce qu'elles financent massivement, notamment le début de la guerre franco-anglaise. 1338, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre de 100 ans, hein, dont évidemment ni les Français ni les Anglais n'ont les moyens enfin n'ont pas les moyens de la financer. Donc les banques s'endettent, elles tombent en faillite, l'État va au secours des banques, lui-même s'endette, mais cette dette publique est consolidée, et consolidant la dette, cela enrichit ceux-là même qui ont organisé la faillite de l'État. Et bon, voilà, bref. Et il y a une crise économique majeure, etc. Bon. Moi, j'ai commencé à raconter ça avant Lehman Brothers. On n'en finirait pas d'expliciter toute cette puissance d'actualisation. Je crois fondamentalement que lorsque le présent vient cogner à la vitre de l'historien, il doit évidemment lui faire bon accueil. Je dirais exactement comme ce que tu as dit, on doit l'avoir, on doit le regarder en face, le tenir devant soi, mais quand même un peu à distance, que ça ne vienne pas tout saccager. Parce que, aussi, c'est une manière de périmer très vite des choses. Hein. Si j'avais parlé de Sarkozy, on serait bien, quoi. Voilà. Quel intérêt, voilà. D'ailleurs, Lorenzetti lui-même, qui voulait faire œuvre un peu durable, s'est bien gardé de mettre des allusions contextuelles trop serrées, parce qu'il savait que ça allait se périmer. Et d'une certaine manière, c'est vrai que du point de vue
du travail de l'historien, il me semble, exactement comme tu l'as dit, que s'il y a des ponts à produire entre le passé et le présent, alors l'historien, sa détermination et sa responsabilité, c'est de n'en construire qu'une seule pile. Voilà. Celle qui est du côté du passé qu'il habite momentanément. Et ensuite, de l'autre côté, de la rive du temps, cette coproduction qui est un livre où nécessairement le sens, le travail n'est qu'à moitié fait, l'autre moitié, elle appartient au lecteur. S'il veut s'en emparer et s'il trouve que c'est intéressant pour aujourd'hui, très bien. Mais c'est une manière aussi de faire continuer le livre. Pour des raisons qui étaient des raisons aussi un peu politiques, j'ai voulu l'accompagner, ce livre, comme normalement on ne devrait pas faire parce que c'est épuisant, et j'ai fait une trentaine, peut-être même une quarantaine de manifestations publiques. Dans les librairies, etc. J'ai dit oui à tout. C'est beaucoup quand même. Donc on voit comment réagissent les gens et comment aussi le temps passe. Sur cette partie mauvaise de la guerre, le fait que la guerre, ça ne soit qu'un bruit de fond, une peur diffuse, que la guerre, telle que Lorenzetti l'a peinte, au début, elle s'entend comme une rumeur. C'est rien d'autre que des armées un peu lointaines et en déroute vraisemblablement, des menhirs blêmes aux contours laiteux qui dévalent la colline. C'est quelque chose de très loin et de très vague. Et brutalement, il y a une sorte de coupure comme ça qui, sur le plan de figuratif, est tout sauf réaliste, hein, qui fait une sorte de coup de zoom violente, brutalement. Alors que là, il fallait faire... ça, c'est un incendie à la télévision, si j'ose dire. On sait que ça brûle, mais ce n'est pas chez nous. Et brutalement, c'est chez nous. Brutalement, c'est dans notre ville. Et ici même, c'est la guerre donc civile, puisque en Italie communale, il ne peut y avoir qu'une guerre. Toute guerre est une guerre civile. C'est notre espace familier qui se trouve brutalement ensauvagé. Et c'est la guerre ici. Bon. Évidemment, si on dit ça aujourd'hui, depuis quelques mois, ça prend une autre ampleur. Alors quel intérêt on aurait eu de fixer cette puissance d'actualisation au moment même où on l'écrit, c'est-à-dire en 2013 ? On n'aurait pas vu ça. Je trouve que c'est une démarche qui rassemble beaucoup de médiévistes aujourd'hui. Moi, je regrette de ne pas être médiéviste, parce que je vois les médiévistes très capables de réfléchir avec calme à cette force d'actualisation du passé. Je sais que tu es proche de Jacques Dallarin, et Jacques Dallarin a publié dans ta collection, d'ailleurs, il y a 2 ans, un livre intitulé « Gouverner, c'est servir », qui réfléchit aux potentialités démocratiques contenues dans certaines expérimentations politiques des monastères, et notamment des monastères féminins au XIIe siècle. Et il y a une réflexion très, très maîtrisée sur ce que c'est qu'une potentialité démocratique, pour ne pas nous faire croire qu'il faudrait qu'on aille chercher là des modes d'exercice du pouvoir qui seraient directement des leçons pour nous, dans lesquelles on aurait directement à essayer de trouver des ferments, des germes, etc. Mais pour essayer de comprendre ce que c'est que se rapporter à des incertitudes politiques d'un autre temps, à des tentatives d'un autre temps. Et vous, les médiévistes, vous êtes très... du fait peut-être du manque de familiarité scolaire qu'en général on a avec une culture médiévale, la littérature médiévale, elle est si peu représentée à l'école, une image médiévale on la connaît mal, et je trouve que vous êtes très soucieux de cette mise en rapport maîtrisée des temps, et en même temps d'ouvrir un continent à sa force d'actualisation, et en même temps de rendre sans cesse conscient de la force d'une différence qui est la violence du temps qui vient, quoi, du temps qui passe. Mais c'est très propre, je trouve, à aujourd'hui,
qu'on trouve beaucoup, enfin que nous, modernistes, on trouve beaucoup dans cette maîtrise de l'histoire par les spécialistes du Moyen-Âge. Il y a aussi cet autre, à part, enfin, je veux bien prendre la parole, mais sauf si vous avez des questions. Moi, ce qui me fascine, et là aussi c'est propre aux médiévistes, c'est que le manque est accepté, enfin l'absence, le fait qu'on travaille à partir du manque et de l'absence est parfaitement intégré, ne choque pas. Alors que pour d'autres siècles, notamment voilà, les siècles, c'est quelque chose qui va nous choquer. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, effectivement, les historiens le font, et c'est ce qui nous manque en littérature, pouvoir administrer l'importance du manque à partir duquel on travaille, sur le fond duquel tout notre travail et toute notre réflexion se déploie. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire en littérature. Moi, j'essaie de le faire un tout petit peu dans le livre, oui. Mais c'est un vrai enjeu pour le coup. Et exactement comme pour le Machiavel, alors plus, enfin le Machiavel, pardon, le Machiavel et Léonard, où là, de façon plus importante encore que dans Conjurer la peur, c'est vraiment d'une œuvre absente, d'une œuvre qui nous manque, mais dont le manque nous travaille continuellement, qu'il est question. Et ça, il me semble que c'est quelque chose que l'histoire apporte aussi et qu'on essaie de développer un tout petit peu en littérature, mais qui est très difficile à mettre en place. Oui, ça me touche ce que vous dites parce que j'y reconnais en tout cas ce qui m'a attiré dans le Moyen-Âge, en fait. D'abord, c'est pas le Moyen-Âge, c'était les médiévistes. Enfin, c'était des médiévistes que je lisais, c'était des livres que je lisais. C'était pas du tout... voilà. Et c'était des livres qui avaient un rapport, je trouve... Alors, on y revient un peu inventif à la rareté documentaire qui n'était pas angoissante comme elle peut l'être en histoire ancienne où là vraiment c'est paralysant, mais qui offrait un jeu, quoi, voilà, et un jeu où on n'avait pas, où on pouvait le maîtriser assez calmement en paniquant pas, c'est-à-dire en ne colmatant pas par du vraisemblable, voilà, les lacunes, en ne précipitant pas du discours, mais en circonscrivant calmement effectivement les manques. Et c'est un petit peu ça, en tout cas c'était ça l'idée de Léonard et Machiavel, c'est de se dire, voilà, regardez comment ça c'est une restauration, si j'ose dire, moderne. C'est-à-dire que la restauration moderne, quand la peinture manque, quand la matière picturale a disparu, eh bien, elle mastique avec une couleur neutre le manque. Voilà. Elle ne repeint pas dessus. Voilà. Et cette technique de la restauration moderne, moi, elle m'inspire, puisque j'aime bien regarder la peinture, elle m'inspire dans l'écriture. Léonard et Machiavel, c'est un peu ça. Voilà. C'est-à-dire que là où on ne sait pas, on ne va pas commencer à faire des hypothèses, etc. On ne va pas non plus se complaire dans une sorte de dandysme de l'indicible. Ce qui est difficile à dire, on peut quand même essayer de le dire, même si c'est difficile. Voilà. Mais on va effectivement... oui, je ne peux pas dire autrement que circonscrire le manque. Ouais. Est-ce qu'on peut en profiter pour demander à Jean-Louis de parler un peu je vais dire simplement deux mots, mais rapidement. J'étais un peu confronté à la même question, mais d'un point de vue extrêmement différent, parce que moi, ça se posait en termes de confrontation entre des champs. C'est-à-dire qu'il m'intéressait, j'avais envie de revenir sur la question de l'adaptation, mais pas de la manière dont on le fait d'ordinaire en France. Et il me semblait qu'à l'intermédiaire entre la littérature et le cinéma, il y a tout un champ de production qui n'est jamais vu, qui n'est pas vu. On a l'impression, la plupart des films ne sont pas réalisés, on peut considérer que l'essentiel des films qui sont projetés, qui sont écrits, ne sont pas réalisés, n'aboutissent jamais jusqu'à la fin, pour de multiples raisons, qui sont liées à la difficulté avec lesquelles un film peut se faire. C'est-à-dire que le scénario, en tant que texte, est un document qui vise à évaluer la faisabilité sous tous les angles possibles et imaginables. Ce n'est pas uniquement économique, bien sûr, ça peut être en termes politiques, d'opportunités, ça peut être aussi en fonction de l'équipe qu'on va pouvoir réunir, tel réalisateur, tel couple d'acteurs ou pas. Donc toute une série de facteurs qui vont entrer en ligne de compte et qui vont constituer l'histoire de production de l'œuvre. Mais le scénario, en quelque sorte, est une sorte de potentiel dont on cherche à évaluer la faisabilité, l'intérêt, et qui va peut-être aboutir ou pas, et la plupart du temps qui n'aboutit pas. Donc ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a toute une sphère de production textuelle absolument gigantesque entre la littérature et le cinéma, parce que plus de la moitié des films qui se font sont des projets d'adaptation, qui n'est jamais prise en compte en tant que telle, parce que c'est
textes qui sont produits n'ont aucun statut. Pour les littéraires, ce n'est pas de la littérature, puisque contrairement à une pièce de théâtre, un texte, un scénario n'est pas une œuvre. Il n'y a d'œuvre qu'à partir du moment où il y a production d'images qui sont montées. Et pour les cinéphiles, et pour les cinéastes, pour les spécialistes de cinéma, il n'y a rien puisqu'il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film au sens technique du terme. Donc il y a cette espèce d'espace qui plus est protégé juridiquement. Et pour d'autres raisons aussi. C'est-à-dire que les scénarios qui ne sont pas réalisés sont protégés parce qu'il y a des idées, il y a un intérêt économique à les protéger, et parce qu'un scénario n'est jamais en quelque sorte achevé. Même si le projet ne se fait pas, on pourra toujours racheter les droits, ou on pourra toujours s'inspirer de ce scénario pour le réécrire plus tard, même très longtemps après, et en tirer autre chose. Donc un scénario qui n'est pas achevé, qui n'est pas réalisé finalement, mais qui réécrit 20 ans plus tard, c'est à la fois la même œuvre et plus du tout la même œuvre, puisqu'il est totalement réécrit, mais c'est toujours exactement le même titre, donc potentiellement la même œuvre. Donc il y a une espèce de fragilité opérale de ce genre de textes qui sont disponibles, qui ne visent qu'à être disponibles à un projet qui pourrait se faire, qui les situe dans un espèce d'intermédiaire, qui les fait totalement disparaître. À partir du moment où un scénario n'est pas réalisé, il disparaît. Ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a là des images qui ont été désirées, qui ont été projetées, imaginées, les images d'un film, et qui, pour des raisons situées à l'intermédiaire entre l'histoire du cinéma comme institution, l'histoire politique de tel et tel pays, et l'histoire de la postérité d'une œuvre, notamment la condition humaine avec tout ce que politiquement elle représente, cette histoire, elle garde les traces du désir de certaines images à un certain moment et de l'impossibilité de donner à voir ces images. J'en prends deux exemples simplement. Le scénario évidemment le plus intéressant, c'est celui que Malraux et Eisenstein écrivent juste après la publication de la condition humaine. Donc j'ai pris comme support la condition humaine parce que le projet court depuis 80 ans à peu près. Dès 1934, Malraux et Eisenstein commencent à écrire un scénario, donc un an après la publication du roman, et depuis, il s'en écrit énormément. Je n'ai eu accès qu'à peu près 7 scénarios, dont celui de Cimino que je n'ai pas eu le droit d'étudier pour des raisons de droit, parce qu'il a encore de la valeur, alors même qu'il est écrit depuis plus de 20 ans. Et potentiellement, ça pourrait devenir un film, puisque le film n'a toujours pas été réalisé, donc Cimino se croit encore dans la course. Mais donc, je n'ai pas pu l'étudier, mais j'avais accès à ce scénario qui est absolument passionnant. Je n'en avais que 7, mais il y en a eu beaucoup plus. Donc, ça veut dire que plus un projet échoue, plus les textes et les variantes scénaristiques vont se multiplier. Ce qui veut dire que l'adaptabilité d'une œuvre, elle est extrêmement retorse. Plus le projet échoue, plus on va devoir écrire de versions. Parce que plus le texte va apparaître comme inadaptable, donc va s'auréoler de cette espèce d'aura qui est celle de textes comme Le Voyage au bout de la nuit ou donc La condition humaine ou d'autres, et plus cette inadaptabilité réputée de cette œuvre va augmenter, plus le désir de l'avoir et donc l'intérêt commercial pour des producteurs, pour l'éditeur, etc., de l'avoir passé à l'écran va augmenter. Donc il y a une espèce de dialectique assez complexe qui fait qu'à certains moments, continuellement, on essaie de la porter à l'écran. Pour Eisenstein, évidemment, le projet échoue parce que il est mené avec l'auteur qui, aux yeux d'un pouvoir stalinien, est le plus irrécupérable parce que proche de Trotsky, ou en tout cas réputé proche de Trotsky, ce qui n'est pas tout à fait le cas exactement à l'époque, et parce que le scénario raconte l'un des échecs les plus flagrants de la politique de Staline et de Boukharine, c'est-à-dire notamment le fait que le Comintern est imposé au Parti communiste d'alliance avec le Kuomintang, alors même que tout le monde savait que le Kuomintang allait se retourner contre le... Donc on raconte l'échec en 1927 à Shanghai de la politique du Comintern qui était dirigée, qui était menée à l'époque par Staline et Boukharine. Donc il y a quelque chose de fou dans le fait qu'Eisenstein désire malgré tout porter à l'écran un roman qui est si sulfureux à ce moment-là. Ce qui est absolument génial, c'est que Malraux et Eisenstein vont tordre totalement le roman pour raconter exactement l'inverse de l'histoire afin de le rendre stalino-convertible, enfin en tout cas orthodoxe. D'un point de vue strictement stalinien. C'est-à-dire ils vont raconter l'histoire d'une victoire. Ils racontent l'histoire jusqu'au point où les deux armées sont censées, qu'on ne nomme ni l'une ni l'autre, puisqu'en réalité c'est les communistes à l'intérieur et le Kuomintang à l'extérieur. Il y a une partie de gauche qui est acquise aux communistes mais qui recouvre très peu de choses. On va raconter l'histoire, on va interrompre à un tiers du roman à peu près, jusqu'au moment où les deux armées sont censées se rejoindre et donc aboutir à la conquête de la ville. Ce qu'on ne raconte pas, c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est la répression.
Donc on tord totalement l'histoire de manière à la rendre compatible avec l'obligation de victoire et donc de positivité. Évidemment, le scénario, malgré tout, est infaisable et donc ne se fait pas. Mais il y a comme ça, à chaque moment, au moment où Hadji écrit cette espèce de très belle adaptation de la scène finale, au moment surtout où Zinman obtient les moyens absolument extraordinaires de la MGEN pour tourner et réaliser le film avec un scénario absolument fabuleux et passionnant. Et le projet qui dure pendant 2 ans, 3 ans, arrive à maturité précisément au moment où les studios américains, et notamment la MGN qui était le plus important, s'effondrent totalement. Les projets colossaux qui étaient montés jusqu'alors sont rendus strictement impossibles, et surtout où les États-Unis commencent à vouloir se retirer du Vietnam. Et donc il devient très dangereux de multiplier ou de rendre possible des parallèles risqués avec la guerre du Vietnam en raison de cette histoire. Donc le projet devient politiquement difficile à tenir à ce moment-là. Donc il y a plusieurs raisons idéologiques là encore, et les choses vont se répéter avec notamment Lorenz Soben et Costa Gavras à un moment où on va écrire une version maoïste de la condition humaine, mais à un moment où précisément le recul du pouvoir, Mao vient de mourir depuis pas très longtemps, le pouvoir maoïste n'a pas très envie, évidemment, d'avoir une version ultra-maoïste de cette histoire. Donc voilà, il y a toujours des espèces d'articulations qui se font entre l'histoire de l'économie et l'histoire politique de la mémoire de ce roman et de ces pays, qui fait que ces projets gardent la trace à la fois d'un désir d'adaptation de ce roman, de projection de ce roman, et on a certaines images, on a des dessins d'Eisenstein, on a le rôle de May devait être confié à Liv Ullmann, on a des essais de Liv Ullmann dans ses différents costumes dans lesquels elle est censée jouer May, c'est Niven qui devait jouer Klapik, on a des images d'une certaine manière, mais ces images sont là comme étant le reste d'une espèce de projet qui est pour de multiples raisons, mais qui ne sont pas des raisons scénaristiques, qui ne sont pas uniquement des raisons scénaristiques, devient impossible. Voilà. Je pense qu'on a un petit peu de temps. Si on peut rallonger de 5 minutes là-dessus, parce que j'arrive en retard, mais je tenais à reprendre la question des vides par rapport aux parties manquantes, à la question des trous documentaires. Parce qu'en fait, j'aurais bien aimé vous entendre parler un peu de la question de l'écriture et du rapport entre le travail même de l'écriture par rapport à la question du manque, qui est l'un des attraits de Léonard et Machiavel, en tout cas tel que je l'ai lu. Et en clair, ma question, elle serait celle d'une sorte de comment vous avez pensé... je ne sais pas si c'est un bon terme, mais une sorte d'économie de la conjecture. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où vous, bien sûr, posez les termes comme un contrefactuel, ou est-ce qu'on pourrait imaginer que... Mais vous faites ça avec une manière très dosée de justement ne pas aller trop loin dans la conjecture. Il me semble qu'il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'une conjecture et jusqu'où on peut la manier pour ne pas dépasser quelque chose que vous avez quelque part postulé comme une sorte de... C'est le terme d'économie qui me revient, pour maîtriser la spéculation, justement. Et de ce point de vue, il me semble qu'il y a une sorte de manque, ou je ne sais pas si je m'explique bien, dans le sens où d'une part, vous êtes dans cette économie de la conjecture, d'autre part, il y a une catégorie qui est censée être comme la clé de cette chose-là, qui est la catégorie du contemporain. D'ailleurs, ça commence comme une réflexion sur le contemporain. Or, sauf erreur, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais il me semble que vous ne faites pas de tentative pour dire le contemporain pour moi c'est ça, et c'est à l'aune de cette idée du contemporain que je vous invite à ramasser toutes ces conjectures dans quelque chose qui serait comblé quelque part par mon concept du contemporain. Donc voilà, c'est l'une des choses qui m'ont le plus intéressé dans ce livre, c'est que c'est laissé comme en suspens dans toute cette économie-là de manière de poser ces questions de ce qu'on ne saura jamais. Oui, sans doute y a-t-il, en tout cas dans ce livre, à aucun moment une explicitation de ce que pourrait être le contemporain. Je pourrais dire de façon... c'est pas qu'une pirouette, c'est que ça attendait... Enfin, vraiment, c'est un livre qui a été... à la fois qui a été très long à faire et un peu précipité, c'est-à-dire qu'il
il est donné au moment où j'en comprends pas vraiment les implications et j'attends qu'on m'aide un peu à les comprendre. Et en particulier, ma chance, c'est qu'il est sorti à peu près au même moment qu'un petit livre de Giorgio Agamben qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?» Et là, en fait, j'ai compris. Ça se projetait dessus. Donc pour moi, au fond, je ne pourrais pas dire autrement. Et franchement, ce n'est pas une coquetterie de dire, voilà, le contemporain, c'était cette manière que Agamben a si bien décrit dans « Qu'est-ce que le contemporain ?» de se dégager un peu. On rejoint d'ailleurs un peu le Didier Huberman de prendre position devant les images, c'est-à-dire prendre à la fois ne pas louvoyer, c'est-à-dire les prendre devant soi, et en même temps ce pas de côté. Voilà. Et en même temps ce pas de côté qui est de prendre position au sens du tireur, au sens du peintre, au sens du militant, c'est-à-dire simplement trouver un bon angle, l'angle efficace. Donc pour moi c'était ça, c'était trouver l'angle efficace. Après, est-ce que ça va jusqu'au contrefactuel ? On est en train de... voilà, j'y réfléchis actuellement. J'espère qu'on travaille sur un livre va paraître qui vous intéressera, j'espère, de Quentin Deluermoz et Pierre Saint-Garavelou, qui travaillent sur cette question de l'analyse contrefactuelle en histoire. Il va sortir à la rentrée prochaine. Il montre en fait que c'est un des épouvantails des historiens. Ils ont bien raison, effectivement, de ne pas aimer l'histoire avec des si, pour des raisons d'ailleurs très simples, c'est qu'au fond, c'est essentiellement la littérature qui le prend en charge et que quand on lit, je sais pas, Philippe Ross par exemple, on se dit bon, là le complot contre l'Amérique, pour le coup, c'était une puissance romanesque extraordinaire pour comprendre ce que c'est qu'une bifurcation en histoire et que si un historien se risquait à faire ça, il serait bien ridicule. Donc ce qui montre, c'est que les historiens croient s'en méfier alors qu'ils font ça tout le temps. C'est-à-dire que la base même sans avoir des chaînes de causalité compliquées, l'hypothèse contrefactuelle, elle est toujours implicite. Voilà. C'est-à-dire que quand on écrit comme Mona Ozouf La fuite à Varennes, en fait, à chaque moment de son livre, elle se demande, mais alors qu'est-ce qui serait passé si il ne s'était pas fait choper, si on ne l'avait pas reconnu, et si... voilà, donc d'une certaine manière, le contrefactuel, je veux dire, si on ne l'affirme pas, d'une certaine manière, il travaille toujours en sous-main, si j'ose dire. Donc, voilà. Donc, l'économie, elle était dosée par rapport à ça. Voilà. C'est-à-dire que les italianistes ont un livre culte, qui est le livre d'Arsenio Frugoni sur Arnaud de Brescia, qui est un livre donc, qui parle ou ne parle pas d'un hérétique du XIIe siècle, qui s'appelle Arnaud de Brescia, qui était un révolutionnaire, puis ensuite convaincu d'hérésie à Rome, et dont on ne sait que ce que ses adversaires les plus acharnés ont bien voulu nous en dire. Voilà. Et donc, pour écrire cette contre-biographie d'Arnaud de Brescia, Arsenio Frugoni a écrit au fond une histoire en miettes, une histoire proprement dévastée par la répression, c'est-à-dire Arnaud de Brescia selon Bernard de Clairvaux, selon Othon de Freising, selon les annales de Brescia, c'est-à-dire tous ceux qui ont voulu avoir sa peau. Donc il est proprement écartelé et il dit vouloir refuser ce qu'il appelle la méthode philologico-combinatoire. La méthode philologico-combinatoire, c'est qu'on a ça, on a ça, on a ça, et on se dit, entre les deux, le plus probable, c'est... Et donc, on commence à jeter des hypothèses. Alors, soit on est romancier et on dit et tout se passe comme si, ou voilà. Soit on est historien et on dit et si. Mais j'ai pas l'impression que c'est comme ça que. Enfin, moi, j'ai tenté de ne pas le faire. J'ai tenté juste de mettre bord à bord, les deux, même s'ils sont un petit peu éloignés, les textes que j'avais à ma disposition, ceux de Léonard, ceux de Machiavel, et de faire jouer leur contemporanéité. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je pourrais dire. Exactement comme, c'est comme ça qu'on avait commencé,
un film dont on aurait des morceaux du scénario, mais mais pas tout, quoi, voilà. Merci. Tes amis s'en vont. Mais- Tes amis restent. Une question sur l'inadaptation ou l'inadaptabilité. En même temps, ce qui est fascinant, tu le dis dès le début et puis ça revient, c'est que quand même, s'il y avait une œuvre faite pour le cinéma, c'était celle-là. Enfin, pas forcément la condition humaine. Parce que c'est sa réputation. C'est sa réputation, donc c'est une fausse réputation. Non, oui et pas non, forcément, oui et non. en fait, parce que l'échec n'est jamais une sanction dans ce cas-là. Oui. Comme il est parfaitement intégré en fait au risque et à la façon dont fonctionne cette industrie, c'est précisément ça. C'est-à-dire l'échec ne prouve jamais rien. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de film que l'œuvre est inadaptable. Ouais. C'est une fausse idée, me semble-t-il, parce que la multiplication des facteurs est telle que de toute façon, aucun d'entre eux n'est décisif de ce point de vue. Donc ça ne prouve pas l'inadaptabilité de l'œuvre du tout. Ouais. Ça prouve simplement qu'on a désiré à plusieurs moments et que ça a été impossible pour des raisons politiques. Ouais. Mais pas que l'œuvre elle-même, le texte serait inadaptable de ce point de vue. On se fait de fausses idées sur les rapports texte-image et même l'adaptabilité supposée de certaines œuvres littéraires, à mon avis, une illusion, une grande illusion. L'idée qu'il y aurait des textes qui seraient plus facilement transposables, en réalité, non. Enfin, ça fonctionne sur des métaphores selon lesquelles des textes auraient un fonctionnement cinématographique, ce qui est de l'ordre de la métaphore critique en général, de toute façon. L'inadaptable, c'est la même chose que l'indicible. Oui, c'est une production discursive, mais en réalité, c'est une façon de désigner quelque chose qu'on n'arrive pas. Oui, tout à fait. De ce point de vue, il y a vraiment des fausses fenêtres qui fonctionnent comme telles, mais qui sont très productives dans le discours. Et dans l'aura qu'on attribue à certains textes, le fait qu'ils soient inadaptables, au contraire suradaptables, etc., est toujours quelque chose d'important et qui est même organisé par les éditeurs parce que c'est important en fait de faire savoir que pour On the Road, toute la publicité de l'adaptation qui a été tirée dernièrement d'On the Road fonctionnait précisément sur le fait que ça y est, enfin, on avait une adaptation de cette œuvre-là. Donc il y a toute une stratégie éditoriale de la part des éditeurs et des producteurs qui repose précisément là-dessus, mais qui n'a pas qu'on ne peut pas vérifier, sauf chez Eisenstein, puisque Eisenstein est le premier effectivement à avoir théorisé cette idée qu'il y aurait une imagicité, mais ce n'est pas une adaptabilité, une imagicité qui aurait quelque chose chez certains peintres, chez certains écrivains, Zola, Diderot, etc., quelque chose de proprement cinématographique, qui anticipait proprement le cinéma. Mais c'est une idée qui est très propre à Eisenstein de ce point de vue, qui est très spécifique. Et moi, je trouve ça magnifique parce qu'on puisse faire une politique de l'interprétation, de l'adaptation de la condition humaine, évidemment, ça passionne l'historien. Mais moi, ce qui me passionne aussi, c'est l'économie, en fait. L'économie de cette réalisation impossible, parce qu'on voit très bien que, bien sûr, ça a de la valeur, quoi. Enfin, simplement, ça a une valeur en production, quoi. Et que le scénario se vend très cher depuis très longtemps. Effectivement. Jean-Louis reçoit des lettres de Sophia Loren. Non, pas encore. Non, d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle qui aurait dû jouer dans l'une des adaptations, normalement. Voilà. Bon, je suis désolée, je mets fin à la discussion parce qu'on fait tard, mais merci beaucoup à tous les deux. Merci. D'avoir fait cet effort d'entre-comprendre vos démarches. Merci beaucoup. Merci.